Salut tout le monde et bienvenue dans le Trail qu'on aime, le podcast de celles et ceux qui aiment le trail. Je suis Alexandre Viol et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode qui sera le dernier épisode de l'année. Et oui, c'est déjà le dernier épisode de l'année, une année commencée en juillet avec la publication de notre premier épisode. Pour rappel, le Trail qu'on aime, c'est l'histoire d'une bande de copains qui avaient envie de créer un terrain d'expression pour partager au plus grand nombre les débats endiablés qu'ils ont sur leur groupe WhatsApp. On est vraiment très content de l'engouement que cela a généré, car vous avez été de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre. Ça fait vraiment plaisir et on espère que c'est pas fini, car on vous réserve plein de belles surprises en 2025. Allez, sans plus attendre, laissez-moi vous présenter l'équipe qui va m'accompagner pour cet épisode, à commencer par celle qui nous a tout récemment rejoint et qui est venue agrandir notre équipe bien trop masculine. Margot Lemap, comment ça va? Hello, hello, bah ça va tout bien. J'ai un peu la tête dans les disques durs et dans les sauvegardes de tous les projets de l'année, mais heureusement, je profite bien des journées dehors, donc tout roule. Tu seras accompagné par celui qui est en train de retourner le YouTube Game avec ses formats authentiques et transparents, et surtout en ne faisant aucun placement de produit de choix inutiles. Ah bah si, il l'a notamment fait sur sa dernière vidéo en essayant de nous vendre un bain froid. Mathieu Delpech, comment ça va? Ça va bien, merci. Je vois qu'Alexandre, t'es pas à la page puisque dans ma dernière vidéo dans laquelle je racontais une belle journée de ski, je faisais la promotion des Barbaou. Donc tu viens de perdre un sponsor de l'Académie Sidas Matrix, malheureusement, en critiquant mes placements. Et sinon, tout roule. L'entraînement hivernal se déroule à merveille. Et je sors de la salle de muscu où il y avait étonnamment l'équipe d'Allemagne de bobsleigh. Donc des vrais animaux, c'était assez impressionnant. Donc là, je suis chargé à bloc pour le podcast. Et puis on sera aussi avec celui qui, s'il était aussi fort sur les réseaux qu'en trail, aurait déjà sûrement plus de 100 000 abonnés sur Instagram. Malheureusement, pour tous ses fans, il préfère la borne à la com. Nico Martin, comment ça va? Salut à tous, bah ça va bien, je me suis remis en route tranquillement à l'entraînement après avoir récupéré de ma côte fêlée et avec plein de projets pour 2025, quelques-uns sur le plan sportif, je l'espère si mon genou me le laisse tranquille et puis des projets perso puisqu'on a acheté une nouvelle maison avec ma compagne et puis d'autres projets professionnels qu'on aura l'occasion de développer à d'autres occasions. Et enfin, celui qui est toujours à la recherche de nouvelles compétences à acquérir dans son métier de kiné, mais aussi dans d'autres secteurs comme désormais la photographie où il espère un jour faire de l'ombre au plus grand. Théo Robin, comment ça va? Ouais, ça va bien. Pour la photo, je suis pas sûr de faire de l'ombre à qui que ce soit, mais sinon, la neige est là. On a pu commencer un peu à skier avec les copains, donc ça fait plaisir. Et puis ce week-end, j'ai pu mettre 4 épingles, donc ouais, c'était vraiment sympa. Sans oublier l'homme aux multicasquettes, manager, journaliste, et même récemment, il paraît qu'il a trouvé un vrai travail à l'Aclusa. Donc impressionnant. Parfois athlète à ses heures perdues, et qui s'est même vu un peu trop tôt rentrer à Mauriac avec le record du Cantal de marathon. Malheureusement, ça n'a pas marché de ce côté-là, mais je crois qu'il a quand même ramené un record de Valencia. Comment ça s'est passé, Alex? Ouais, et ben écoute, très bon séjour en Espagne du côté de Valence où j'ai, comme tu l'as dit, battu mon record personnel sur la distance mythique du marathon. Malheureusement, j'ai échoué dans ma quête du record du Cantal, mais je pense que le record est accessible et je me projette déjà sur mon prochain marathon pour essayer de tenter de battre ce magnifique record. Et puis sinon, tout va bien, un peu comme Margot, de retour sur les skis à la Clusaz pour tout l'hiver. Donc j'ai hâte de pouvoir enchaîner les mètres de dénivelé. Je crois que les auditeurs veulent entendre ton chrono quand même, hein. Ah mais bah, ils ont qu'à aller sur ma page Instagram. Il faut liker la dernière publication et s'abonner en retour. Allez, merci Alex. Et puis avant que tu nous donnes le programme de ce riche épisode qui nous attend, je vous invite comme d'habitude à nous soutenir à votre manière. Donc récemment, j'ai fermé le KissKissBankBank qui servait à la fois pour soutenir mon activité sur YouTube, mais aussi le podcast. Mais ne vous détrompez pas, on a quand même toujours besoin de votre soutien. Donc comment faire? Vous le savez, il faut s'abonner évidemment au podcast sur vos plateformes d'écoute. Et puis vous pouvez aussi le noter, ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Allez, petit sommaire de l'épisode du jour. On débutera l'épisode comme d'habitude par un petit débrief des dernières actus et des résultats sur la planète Trail. On enchaînera ensuite par notre gros sujet du jour qui sera réalisé en collaboration avec Nico et Théo qui nous parleront des philosophies d'entraînement et planification. Préparez-vous à prendre des notes, il y aura plein de bonnes infos à prendre, notamment pour la planification de votre saison pour l'année prochaine. Ce sujet sera suivi d'une rubrique spéciale pour notre dernier épisode, les prix d'honneur du trail qu'on aime. On vous a concocté de belles surprises pour célébrer cette fin d'année comme il se doit. Et puis on sera rejoint pour cette occasion par un auditeur qui nous parlera de ses coups de cœur de la saison. Et puis on terminera comme à l'accoutumée
par notre petit instant expression libre où on vous donnera nos meilleurs recos et peut-être quelques petits coups de gueule. Un programme bien dense comme d'habitude, fait avec amour et passion. Le trail qu'on aime, épisode 11, c'est parti. Théo, un petit jingle? Je n'avais pas prévu celle-là, mais je tente un truc. Tout, 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 tout. Bon, on va essayer de taffer très prochainement pour 2025 pour des beaux jingles. Allez, on démarre les amis avec la première actu résultat, la Saint-Élion. On va pas vous refaire tous les résultats, on va juste vous rappeler le podium homme et le podium femme sur la course référence de 80 km où on a assisté à une victoire éclatante, encore une fois, de Thomas Cardin chez les hommes devant Ben Diman et le Polonais Andrzej Witek. Et puis chez les femmes, c'est la locale Marie Goncalves qui l'a emporté après sa deuxième place l'an dernier devant Adeline Martin et la Britannique Eleanor Davis. Petite chose que j'ai voulu notifier sur cette Saint-Élion, c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus, c'est la présence des cyclistes, des anciens cyclistes ou encore des cyclistes qui sont encore en activité, qui commencent à s'essayer un petit peu à la pratique du trail. Et on a notamment vu cette année la 36e place de Lilian Calmejane, donc c'est un résultat qui est plutôt honnête. Et j'ai regardé un petit peu sur sa fiche ITRA, et en fait, il avait déjà participé à un trail de 25 km en 2023, et il a même coté à 821 sur un trail qu'il a remporté en 2022. Et puis l'an dernier, je me rappelle, lorsque j'avais participé à la Saint-Élion, j'avais pu doubler David Gaudu, qui avait fait la Saint-Élion en relais à deux avec le montagnard Alexandre Fine. Et puis, pour terminer là-dessus, la semaine après le marathon, j'ai réalisé une course en Gironde du côté de Bordeaux et j'ai eu l'occasion de croiser un ancien cycliste, Victor Tournirou, qui a fait toutes ses classes avec notamment Benoît Cosnefroy chez AG2R à Chambéry. Donc, il était un peu dans l'antichambre de l'équipe pro de AG2R et malheureusement, il n'a pas réussi à passer pro. Vous, est-ce que vous avez des choses à nous dire un petit peu sur cette présence des anciens cyclistes? Est-ce que vous avez notamment d'autres anciens cyclistes en tête que vous auriez pu croiser sur des trails, Mathieu? Ben, en tête, je pense celui qui est actuellement au plus haut niveau, qui est dans le team international Salomon, qui roulait en World Tour cycliste, c'est Christian Meyer, qui est canadien mais qui habite en Espagne. Et donc son plus gros fait d'armes en ultra, c'est quand même d'avoir gagné la TDS en 2023. Et malheureusement, cette année, il s'est fracturé le genou sur l'UTMB lors d'une chute prématurée. Mais c'est quand même assez dur pour les cyclistes de transférer vers le trail. Souvent, ça coince un petit peu au niveau musculaire. On a quand même Boris Orlac aussi, qui évoluait en D1 en France, qui est quand même un très très bon niveau et qui est encore à un bon niveau national maintenant en trail en courant sous les couleurs de Scott. Il a un petit peu de mal à allonger lorsque il y a des descentes et à gérer son rythme, mais on a quand même vu faire de très très beaux chronos sur des courses verticales. Et puis récemment, on vous l'avait dit dans un podcast, on a aussi l'ancien vététiste de haut niveau, Stéphane Tempier, qui a fait un podium au KV de Fouilly en début d'automne. Donc c'est quand même aussi très très solide. Mais c'est vrai qu'habituellement, c'est quand même plutôt les triathlètes qu'on voit venir vers le trail en fin de carrière, puisqu'ils font de la course à pied tout au long de leur carrière. Et puis on retiendra les noms de Thomas Laure-Blanchet, Patrick Bringer, Cédric Fleurton, Davidos. Donc plutôt plus trop sur les devants de la scène actuellement, mais ils ont quand même fait des carrières exceptionnelles. Donc j'en oublie sûrement d'autres. Nico, toi, qui as l'habitude de rouler avec un cycliste pro, je crois, j'ai oublié son nom, mais tu vas nous le dire. Est-ce que tu as constaté aussi cette recrudescence de cyclistes un peu sur le trail? Ouais, bah, il y en a pas mal. Le cycliste pro que tu évoques, c'est Nance Peters, qui est originaire du Trièves comme moi. L'an dernier, en suivant les résultats, notamment de cross, j'avais vu passer un nom. Alors, j'ai plus en tête les résultats sur les tours intermédiaires, mais il jouait devant ou il avait gagné. C'est Clément L'Hôtellerie. Je me dis, tiens, ça me rappelle un nom de cycliste professionnel et c'était bien lui, effectivement. Il avait fait quand même une superbe 18e place sur les France. Pour ceux qui connaissent un petit peu le cross, on se rend compte, hein, on rappelle Sylvain Cachard avait fait 14e, donc c'est quand même très très solide. Il y a certains, tu as évoqué tout à l'heure Lilian Calmejane qui dans une interview avec Hugo Ferrari, notre duc de Savoie, avait évoqué qu'il courait quand même régulièrement toute l'année. Et c'est aussi le cas d'un des plus grands cyclistes de cette génération, Wout van Aert, qui court régulièrement. Je me rappelle avec Mathieu Delpech quand on est allé en stage à, à Tenerife, ils étaient la Jumbo-Visma était en stage eux, dans la Caldera et je me rappelle que certains matins, Wout van Aert faisait 40-45 minutes de footing et puis un ancien cycliste pro qui a été vainqueur du Giro notamment, c'est Tom Dumoulin qui avait couru, il me semble, autour des 32 minutes. Et je sais pas si vous vous rappelez aussi d'une petite, enfin un peu polémique parce que c'était pas un vrai record, mais Tom Pidcock qui était pas très connu à l'époque,
laissé traîner une activité Strava d'un 5000 en 13,54. Bon, c'était un petit peu abusé, mais c'était quand même autour des 15 minutes, je crois, le vrai temps. Donc, globalement, ça court quand même assez vite chez les cyclistes. Ouais, on fera sûrement un sujet sur la complémentarité du cyclisme et du trail très prochainement. Mathieu, on va revenir un petit peu à ce qui s'est passé sur la Saint-Élion et je crois que tu as retenu quelque chose de plutôt intéressant aussi à ce niveau-là. Alors moi, j'étais pas sur la course, donc j'ai pas vu grand-chose. J'étais bien au chaud sous ma couette, en train de dormir. Mais le matin, lorsque je me suis réveillé, puis que j'ai regardé un petit peu les infos, j'ai retenu quand même que les podcasts, ils étaient vraiment en train de devenir les médias de référence en trail. On voit bien que les athlètes, les marques accordent de plus en plus de temps et d'argent et du crédit aussi à ces formats. Donc il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se développent là-dedans. Et donc là, trois médias comme ça qui ont commencé en tant que podcast et qui désormais font de l'actu terrain et du suivi Insta sur les courses qui m'ont vraiment inondé après la Saint-Élion. On a vu Course épique, on a vu Courir mieux, dans la tête d'un coureur aussi qui était sur place pour faire du contenu. Donc trois podcasts à la base qui ont bien compris que pour grandir, il fallait aller chercher de la visibilité sur l'instantané, sur les événements et puis aussi grâce à l'aura des athlètes. Donc c'est pas forcément un avis, mais c'est une constatation. Moi, j'ai vu en boucle passer ensuite pendant plus d'une semaine des sujets sur la Saint-Élion. Et puis j'ai aussi, on va pas oublier les interviews de Distance Plus qui étaient très quali sur l'événement. Mais à la différence des autres médias cités plus haut, c'était quand même à la base directement un média trail plus généraliste avant d'avoir son podcast. Ne serait-ce pas, Mathieu, un petit message caché pour que le trail qu'on aime commence à faire du suivi et être présent sur les événements? Ouais, c'est un projet sympa, mais bon, peut-être en fin de carrière, on peut pas tout faire, ou alors il faudra qu'Alex, tu t'attelles à la tâche. Bah, Nico Martin, hein, qui est en fin de carrière, pourra s'y atteler très prochainement. Hein. Oui, bah pour le moment, je compte encore te mettre quelques fessées, Alex. Donc ça sera pour plus tard. Mais c'est effectivement une bonne idée pour faire grandir l'audience du podcast. Et puis c'est sympa pour poser des questions pertinentes avec notre expérience du milieu. Allez, puis dernier petit résultat qu'on a voulu évoquer avec vous, on va changer de discipline puisqu'on va se rapprocher du 100 km. Vous l'avez sûrement vu passer, mais les championnats du monde de 100 km avaient lieu il y a quelques semaines en Inde. Et Margot, tu voulais réagir sur la victoire de Florian Hoth, je crois. Ouais, ben, du coup, c'est une victoire, une deuxième victoire sur un championnat du monde, surtout entre deux grossesses. Alors moi, je m'y connais pas trop, même pas du tout sur le sujet de la grossesse. Mais ouais, la performance, elle est dingue. Je crois que les conditions étaient très humides, donc Ouais. c'était en Inde. Et c'est toute la gestion de course, en fait, c'était hyper intéressant de suivre ça. Elle s'est pas affolée, elle est restée dans un bon groupe. Elle a grimpé de la cinquième à la première place tranquillement dans la deuxième partie de course. Donc, elle termine en 7h08 43 et à noter aussi le doublé français avec Marie-Ange Brumelot qui termine deuxième en 7h12 22. Ouais, et puis à noter que la très grande chance française, notamment au niveau des hommes, Guillaume Ruel, qui en avait fait un des gros objectifs de sa saison, s'est malheureusement blessé à la cheville. Il a dû abandonner après 3 heures de course. Et juste pour ceux qui n'ont pas suivi, donc c'était en Inde et c'était sur un circuit de 5 kilomètres. Donc en fait, ils ont réalisé une vingtaine de boucles de 20 boucles de 5 km pour réaliser 100 kilomètres. Donc ça pose la question de cette discipline qui déjà pas très attractive, mais alors si en plus on doit faire des boucles de 5 km pour aller 100 km, je trouve ça en tout cas un petit peu dommage. Nico, tu voulais juste nous rappeler un petit peu les chronos, notamment des records du monde, pour qu'on ait une petite idée de à combien les meilleurs athlètes du monde courent sur un 100 km? Ouais, bah Florian Hoth était pas si loin quand même de son record. Hein. Surtout, on a évoqué les conditions avec ce 7h08. Elle a un record en 7h4,03, donc quand même à 4 minutes vu les conditions. Je pense que ça valait peut-être son record. Et le Le record du record monde, d'Europe c'est un d'ailleurs. record. Elle a le record d'Europe si je me trompe pas, Florian. Oui, oui, je crois que c'est le record d'Europe, en sachant que le record, c'est un record un peu mythique. Alors, c'est pas très populaire, le 100 km, mais c'est la japonaise Tomoe Abe en 6h33, 15,27 km/h pour ceux qui courent. Vous vous rendez compte, on rappelle que 14 km/h, c'est 7h09, donc Florian Hoth, un peu plus de 14 km/h. Et le record du monde masculin a été amélioré relativement récemment, en tout cas, il date pas de 2000 comme le record de la japonaise, par notre ami lituanien dont j'ai mangé le nom, qui a couru en 6h05,
qui est aussi le recordman du monde du 24 heures. Donc, très, très rapide sur 100 km. Et puis, allez, on reste sur de l'ultra endurance, parce qu'on a vu aussi que Stéphanie Giquel, la française, avait battu elle le record de France du 24 heures, mais 24 heures sur piste. Donc en gros, vous enchaînez les tours de piste pendant 24 heures. Elle a réalisé 249 km, ce qui correspond à 623 tours de piste. Est-ce qu'il y a des motivés dans l'équipe pour se lancer sur un 24 heures sur piste? Il faudrait me payer cher, moi, pour faire ça. Mais la perf est vraiment impressionnante, hein. On rappelle que le record du monde est détenu par une athlète qui a fait un petit peu la polémique cette année, Camille Héron, avec 262 km sur la piste et 270 sur un parcours classique. Et on rappelle que le 24 heures, même quand c'est, on va dire, des boucles classiques, ça reste souvent des boucles autour d'1 kilomètre. Donc c'est quand même toujours beaucoup, beaucoup de tours. Et c'est une discipline qui est vraiment à part. C'est un monde à part qui peut être sympa de découvrir pour ceux qui sont motivés par l'ultra. Mais moi, j'ai déjà du mal à faire le tour du Mont Blanc. Alors, le faire sur une piste d'athlée ou sur une boucle d'1 kilomètre, je pense que c'est pas demain la veille. Allez, on a terminé sur nos résultats des dernières semaines. On va pouvoir passer aux actus et notamment revenir un petit peu sur les Trail Running Awards, un événement qui était organisé par Mile Stone la semaine dernière. Alors Mile Stone, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un média qui réalise toutes les 2 semaines une newsletter en ligne axée sur le monde du trail et plutôt sur sa partie business. Et donc, ils font aussi de l'événementiel pour tenter un petit peu de structurer le monde du trail. Et ils avaient déjà organisé un événement en février dernier où je crois que tu étais présent, Mathieu. Ouais, en effet, ils ont bien flairé un petit peu ce vide-là dans le business, dans le média business du trail. Donc, ils voient qu'il y a beaucoup plus d'argent, il y a de l'argent qui arrive dans le milieu. Donc, ils se disent que c'est le moment d'aller organiser des événements, essayer de structurer ça et prendre un petit peu le monopole. Et ils avaient fait ouais, une journée un petit peu pour faire du réseau en février, où il y avait des tables rondes et des micro-conférences pour parler de différents sujets. Et j'avais été invité à venir témoigner sur le sujet du business model pour un athlète pro pour vivre de ce sport. Et donc, je t'avoue que ça m'amusait pas trop à la base de couper mon stage de prépa pour aller faire ça gratuitement, pour aller faire un témoignage à Annecy, mais c'était quand même l'occasion de réseauter un petit peu dans le milieu, ça fait jamais de mal. Et puis aussi, surtout, de remercier publiquement l'application de mon sponsor principal dans mon projet. Donc, j'avais pu mettre en avant un petit peu Brooks et ça leur avait fait plaisir. Ouais, et puis donc cette année, ils ont décidé là en décembre, de mettre en place donc ce qu'ils ont appelé les Trail Running Awards, où l'objectif, c'était un petit peu comme les vélos d'or que certains ont pu voir récemment. L'idée, c'est de remettre des prix, de récompenser dans plusieurs catégories. Là, pour le coup, c'était dans 9 catégories qui allaient de la campagne de communication de l'année à l'initiative environnementale de l'année, ou encore, bien sûr, aux athlètes et teams de l'année. Et pour cela, ils avaient constitué un jury de 9 personnalités, plus ou moins connues et légitimes, on va dire, dans le milieu, qui a été donc nommé pour élire les lauréats. Et la petite info intéressante, c'est que le prix d'entrée pour venir assister à la soirée était de 100 euros. Voilà. Et puis, mais surtout, la grande info, c'est que pour être nominé dans les 9 catégories qui étaient présentées, il fallait débourser de l'argent. Et oui, c'est comme si un film qui voulait être nominé aux Oscars devait payer pour faire partie de la liste. Et donc, ça pose bien entendu la question de la légitimité des gagnants et de l'équité, puisque à 500 euros, ça reste. Je ne l'ai pas dit, mais en fait, la somme moyenne, c'était 500 euros à débourser pour faire partie de la liste des nominés. Ça reste quand même une somme conséquente que bon nombre d'entités qui auraient voulu être nominées dans une catégorie ne pouvaient tout simplement pas se permettre de débourser. J'ai pu avoir la chance d'être présent à cet événement en tant que grand curieux. Comme vous l'imaginez, en tant que bon filou aussi, j'ai pu recevoir une invitation. Pour vous faire un bref retour sur la soirée, c'était plutôt très bien organisé, il faut le dire. C'est un type d'événement duquel j'avais déjà entendu parler. Beaucoup de gens dans le trail commencent à se dire ça serait bien qu'on puisse organiser un événement en fin de saison pour récompenser les meilleurs trailers, les meilleures trailers, etc. Et ça se faisait jamais. Et Malenstone l'a fait et l'a plutôt très bien fait. Ils ont réussi à réunir un petit peu tout l'écosystème du trail. Donc il y avait des team managers, des organisateurs d'événements, des responsables de marque. Et donc c'était plutôt intéressant, comme tu l'as dit aussi, Mathieu, pour réseauter. Par contre, derrière, en termes de communication, j'ai pas vu passer grand-chose. Je sais pas si vous avez vu passer des trucs, vous, sur les réseaux, etc. Mais aucun média traditionnel de présent pour relayer la soirée. Il y avait quand même une diffusion en direct sur TV8 Mont-Blanc et sur Athlé TV. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une énorme communication sur cet événement-là. Nico, tu voulais réagir un petit peu par rapport à ça? Ouais, je crois qu'il y a déjà un petit éclaircissement quand tu as parlé du fait qu'il fallait débourser par les catégories. Je crois que ça concernait quand même pas les athlètes.
Non, bien sûr, bien Euh, sûr. Ah ouais, ça concernait pas les athlètes et les filles. ouais, C'était faut le préciser complètement parce différent. que je pense que ça va s'enflammer sinon. Euh, Ouais, bien sûr. Bah moi, ouais, je suis un peu comme toi. L'événement était sans doute très bien organisé. C'était quand même dans un beau cadre, je crois. Ouais. Moi, j'avais un peu du mal, ouais, avec cette idée quand même de postuler, de payer pour postuler. C'est vrai que peut y avoir des très belles initiatives qui n'ont pas forcément un budget marketing à consacrer là-dedans. Donc, c'est un peu ça qui était, que j'ai trouvé limite. Après, t'as parlé du fait que ça existait pas. Bon, t'es trop jeune, Alex, mais il y a eu un moment où ça existait un petit peu. Alors, je me rappelle même plus exactement qui faisait ça. Je pense que c'est C'était Trail Endurance Mag, Endurance mais Mac? ouais, Ah oui. il y avait une petite soirée qui a été organisée pendant, je pense, 2, 3 ans. Une année, c'était vraiment, qualitatif autour je crois que c'était vers Salange par là ou à Cluse. Dans les bureaux, bah, je pense de TV8 Mont-Blanc d'ailleurs, ou l'anciennement. Donc voilà, mais c'est vrai que je pense, un événement qui a sa place. Après, moi, je l'ai trouvé peut-être un petit peu trop étiqueté business et market. C'est pas tellement ma came, comme vous le savez. Ouais, en sachant que effectivement là, sur certaines catégories, notamment la campagne de communication de l'année, il y avait uniquement 3 nominés, donc uniquement trois entités qui ont décidé de débourser la somme pour pouvoir être candidate. Donc effectivement, ça ressemblait pas à grand chose dans certaines catégories. Théo, tu voulais réagir? Ouais, mais quand tu disais qu'il n'y avait pas eu beaucoup de médiatisation autour, c'est aussi parce que cette nuit-là, il y a eu un bug mondial d'Instagram, où il y avait des problèmes sur toutes les stories. Donc je pense que ça a posé problème sur la diffusion des infos, en tout cas sur le mode story. Et par contre, moi je trouve que sur LinkedIn, j'ai vu beaucoup de trucs passer concernant ces awards. Et c'est vrai que j'avais l'impression que c'était des fois un peu des des auto-félicitations pour le fait d'être nommé, alors que les gens bah, payaient quand même assez cher le fait d'être nominé, quoi. Effectivement. Et puis j'ai vu passer des publications où tout le monde, bien sûr, ne précisait pas qu'ils avaient payé pour être nominés. Donc voilà, on est dans du marketing, dans de la communication, dans de l'image. Ça a plutôt bien fonctionné. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'ils vont vouloir organiser tous les ans et a priori qu'ils vont vouloir faire tourner dans différents pays aussi. Donc on verra ce que ça donne. Et puis d'ailleurs, j'ai tiré une petite info de cet événement-là. Il y avait un représentant de World Athletics qui soutenait d'ailleurs la soirée. Donc World Athletics, c'est l'organisation mondiale qui gère l'athlétisme dans le monde et qui organise les mondiaux de trail en collaboration avec l'ITRA. Et donc un représentant était présent sur l'événement. Il a annoncé qu'il prévoyait l'organisation de championnats continentaux, puisqu'en fait nous on est habitués aux championnats d'Europe, enfin de trail, surtout de course en montagne qui existe depuis longtemps, mais de trail qui existent, qui ont eu 2 éditions. Et en fait, ça n'existe pas dans les autres continents. Et donc, ils ont décidé de lancer ça pour les prochaines années. Donc, ils vont lancer un championnat continental en Asie, en Amérique du Sud et puis en Afrique. Voilà les projets. Et il a aussi dit qu'apparemment, il y avait 18 candidatures pour organiser les championnats du monde en 2027. Donc voilà, en sachant que les prochains auront lieu en septembre prochain du côté de l'Espagne et de Canfranc. Donc on a hâte de connaître le prochain candidat pour les mondiaux en 2027. Allez, autre actu, Mathieu, on a vu que le calendrier des Golden Trail World Series pour la saison prochaine était sorti. Ouais, gros calendrier. Donc, il y aura 8 manches, 4 en Europe, avec une en Italie, une en Espagne, à Zegama, puis aussi une en Autriche avec une nouvelle course qui rentre dans les Golden. Et en fait, elles vont par paire avec à chaque fois 2 manches qui s'enchaînent avec 2 week-ends qui se suivent dans des régions du globe assez proches. Donc, on a d'abord le couple Japon-Chine. Ensuite, on a Italie-Espagne en mai. En juin, on va de l'autre côté de l'Atlantique pour faire USA et Mexique. Et puis en août, on a Autriche et Suisse avec Sierzinal. Donc ça met un petit peu plus de sens logistique et écologique dans l'organisation du circuit. Donc même s'il s'internationalise, on a quand même des manches qui sont regroupées, donc c'est pas mal aussi. Et il y aura seulement les 3 meilleurs résultats avant la grande finale qui aura lieu elle, en octobre, une neuvième course, qui seront pris en compte pour faire le classement. Donc ça peut permettre aussi aux athlètes de faire l'impasse sur un ou deux de ces rassemblements et potentiellement un athlète européen peut faire toutes les manches en Europe et aller à la finale. Donc moi, je trouve ça cool. Par contre, le fait que les 2 courses sont à chaque fois à une semaine d'intervalle, je pense que ça permet pas forcément de trop de trop rabattre les cartes entre les manches au niveau de la forme. Il faut vraiment bien arriver prêt pour ces rendez-vous pour être capable d'enchaîner. En tout cas, on voit bien un circuit qui s'émancipe petit à petit des courses historiques du trail, comme on l'avait vu venir. Il reste
plus que Sierzinal et Zegama comme course vraiment mythique européenne. Donc ça fera un petit peu moins de densité en dehors du top 20 sur les autres rendez-vous. Et puis un circuit qui se referme un petit peu, qui devient très élitiste. Mais en tout cas, j'aurais quand même hâte de suivre les batailles dantesques sur le circuit, on peut le dire, où il y a le plus de niveaux sur le format marathon au monde. Allez, Moi, je autre me permets actu. de rebondir juste là-dessus pour saluer quand même les choix, il me semble, de calendrier qui a été conçu pour que les athlètes, je crois, puissent prendre part au championnat du monde puisqu'ils ont concentré les manches beaucoup plus tôt et notamment la tournée américaine qui avait habituellement lieu en septembre, qui a été décalée en juin pour, je crois, libérer un petit peu le calendrier. Le calendrier et permettre aux athlètes d'être présents aux championnats du monde qui auront lieu à la mi-septembre du côté de l'Espagne, comme on l'a dit tout à l'heure. Allez, autre actu. L'ouverture des inscriptions du Grand Trail des Templiers qui a eu lieu hier à midi. Et on en est déjà à la quasi-totalité des dossards qui ont été prisés puisque le Grand Trail, les dossards du Grand Trail sont partis en à peine 20 minutes, je crois. Je vous donne cette actu parce que je voulais réagir un petit peu sur le sujet de l'explosion des inscriptions en trail et j'aimerais m'attarder rapidement sur le sujet car il y a un post, j'ai vu passer un post LinkedIn plutôt intéressant là-dessus. La semaine dernière, un post de François Hinault, que vous connaissez peut-être, organisateur du Grand Raid du Finistère et hôte du podcast L'Instant Outdoor, qui parle justement de cet engouement phénoménal autour du trail et des événements qui affichent complet de plus en plus vite. Et comme vous le savez, j'aime bien parler du Cantal dans chaque épisode et je vais m'en servir comme exemple puisque les deux courses phares du Cantal que sont la Pastourelle et l'UTPMA, et ben eux aussi ils ont ouvert leurs inscriptions la semaine dernière et les dossards se sont arrachés en très 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 peu de temps. Pour la Pastourelle, pardon, c'est plus de 4500 personnes qui se sont inscrites, que ce soit sur les randos, les trails et les repas, en moins de 24 heures. Et puis l'UTPMA, même chose, où les dossards sur le format phare de 112 km sont partis en moins de 10 minutes. Il y a à peu près 600 dossards. Et ces deux courses utilisent encore le principe du premier arrivé, premier servi, qui commence d'ailleurs à être fortement critiqué puisque ce système n'a plus vraiment de sens lorsque des dossards partent aussi vite. Et donc François Hinault, sur son post LinkedIn, il propose un système, lui, qui existe déjà, qui est un peu moins connu. C'est un système de préinscription durant 2 semaines. Donc des préinscriptions qui s'étalent pendant 2 semaines, puis une phase de tirage au sort entre les préinscrits. Et puis ensuite, il met en place une bourse au dossard. Et dans les prochaines années, il a annoncé qu'il souhaiterait proposer aussi une priorité d'inscription aux personnes qui auront été bénévoles sur sa course. C'est ce que fait notamment l'UTMB, je crois, sur la MCC par exemple. Et il veut mettre en place aussi une chance moindre pour ceux ayant déjà participé à l'événement. Ça, je trouve ça plutôt intéressant. Et il aimerait donner 2 fois plus de chances pour ceux ayant postulé, par exemple en 2024, mais qui n'ont pas été retenus. Théo, est-ce que tu aurais une petite réaction là-dessus? Ouais, c'est un système qui est aussi instauré au Lavaredo, il me semble. Moi, j'ai un pote, il avait loupé les deux inscriptions, donc du coup en 2024 et 2023, et tu vois, il a été pris automatiquement pour 2025. Et ouais, bah ça fait un peu bizarre. Là, c'était la grosse période avec toutes les inscriptions. Il y a un autre truc que t'as pas évoqué, c'est la folie de la liste d'attente sur l'ultramarin. Il y a eu plus de Ouais. 50 000 personnes en liste d'attente. C'était absolument ouf. Et on a vu malheureusement quelques comportements absolument débiles de certaines personnes frustrées qui ont mis des messages insultants pour les organisateurs. Bon, ça, c'était de la bêtise pure et dure. Et moi, j'aimerais bien aussi rebondir sur les frais d'inscription. J'en avais déjà parlé lorsque je m'étais inscrit sur la Maxi Race. La semaine dernière, je me suis inscrit sur deux courses, un trail indépendant et un trail by UTMB. Bon, le prix annoncé des inscriptions, je reviens pas là-dessus. C'est moi qui choisis de m'inscrire sur un dossard qui est cher et c'était prévu parce que c'est mon objectif A de l'année, donc ça, c'est OK. Par contre, ce qui me pose problème, c'est les frais digitaux, enfin les frais d'inscription par rapport à la plateforme. Sur l'UTMB, il facture 17 euros, alors que sur le trail indépendant, c'est 1,70 €. Donc juste pour un clic et un truc automatisé, il y a un x10 pour un bail UTMB. J'ai quand même du mal à comprendre. En tout cas, j'aimerais bien savoir pourquoi et comment il justifie un tel écart. Mais bon, dans tous les cas, c'est le consommateur aussi qui est responsable, parce que bah, je suis le premier à payer mon dossard et à choisir de cautionner, entre guillemets, ce système. 17 balles, c'est un grand délire. Ouais, c'est absolument ouf. En fait, tu as le dossard.
il est à 210 euros. Ensuite, bon, moi j'ai pris l'assurance annulation parce que c'est dans longtemps et puis que ça tombe en même temps que les championnats du monde. Et après, il te rajoute encore 17 euros de frais de logiciel, quoi. Je trouve ça absolument ouf, 17 balles, c'est ouais, quasiment 20% du prix, quoi. Ouais, ça devient assez fou. Et puis on Non, constate aussi, 10%. là, on avait parlé des Templiers, on avait déjà fait un petit sujet là-dessus dans un précédent podcast où on évoquait le fait que les Templiers mettaient en place des prix évolutifs. Et donc en fait, moi, ce que je trouve vraiment fou dans ce système-là, c'est que du coup, on a des gens pour la même prestation, et ben, qui vont payer 2 fois plus cher que la personne qui est arrivée en première. Donc ça, je pense clairement que une course qui fait le plein en très peu de temps, le système du premier arrivé, premier service a vraiment plus aucun sens. Donc j'espère que les courses vont quand même prendre conscience de tout ça et mettre des choses en place pour que ce soit pas toujours le consommateur entre guillemets qui soit lésé à ce niveau-là. Mathieu, on enchaîne. On enchaîne directement avec une mini rubrique pour vous donner l'eau à la bouche avant le prochain épisode, puisqu'on se penchera plus en profondeur sur le mercato, qui est un gros sujet maintenant dans le trail et qui nous excite beaucoup ici et qui vous intéresse aussi probablement. Donc le gros sujet là de cette fin d'année en France, c'est l'intégralité des athlètes du team Sidas Matrix qui quittent la structure. Donc qu'est-ce qu'ils nous préparent? À suivre de très près où vont aller Anto Felbert, Lucie Germain, Simon Pacard, Clovis Chavreau, Laure Paradan et puis bien sûr notre champion du monde Benjamin Robiol qui ont tous annoncé la fin de leur collaboration avec l'équipe. Puis il y avait aussi des grosses rumeurs autour du mouvement de Tom Evans. Est-ce qu'il va rester chez Adidas Terex? La question se pose. Et puis aussi, il y avait beaucoup de rumeurs sur l'avenir de Cournet, de Walter chez Salomon et Margot a eu l'œil puisque elle a vu que Salomon avait annoncé finalement une reconduction de contrat pour 5 ans sur leur Instagram. Donc, on vous invite à nous envoyer des réponses dans le canal Insta sur mon compte Instagram dès que vous voyez une annonce mercato pour qu'on les compile bien dans l'épisode de rentrée. Et puis, bien entendu, on laissera quand même la primauté de l'information aux athlètes, à contrario de certains médias qui aiment bien lâcher les infos en avance. Nous, on trouve ça pas très cool. Donc, on, on attendra que les infos soient officielles avant de vous donner les derniers actus du mercato. Après, je suis pas sûr que Tom Evans il nous écoute, donc on peut peut-être balancer l'info, non? Ouais, je pense Tom Evans, c'est pas grave. Lui, il n'y a pas trop d'enjeux, je pense. Bon allez, vous aurez un scoop venant du trail qu'on aime. Vous pourrez faire le malin, faire les malins et les malines auprès de vos copains et vos copines. On peut vous annoncer que Tom Evans, j'espère que l'info est bonne quand même, que Tom Evans va rejoindre, à ma grande tristesse, le sponsor ASICS pour l'année prochaine. Voilà. Bon, mais voilà, c'est toute ta crédibilité qui vient d'être mise en jeu. Donc, on croise les doigts pour que Ah, tu moi, je rejoignes le pense club. qu'il a des bonnes infos quand même. Parce que on avait des infos sur la shortlist finale. Et selon nos informations, il restait plus qu'une seule possibilité. Et c'est celle-ci. Donc, il y a quand même des chances. Et c'est pas surprenant. ASICS, c'est quand même une des plus grosses marques planétaires dans le running. Donc, c'est pas non plus une surprise qu'un athlète comme Tom Evans fasse ce choix-là. Allez, c'est la fin des actus. On va pouvoir passer à notre gros sujet du jour. J'espère que vous avez pris un petit calepin pour prendre des notes. Et aujourd'hui, on va laisser la place à Théo et Nico qui ont décidé de vous parler philosophie d'entraînement et planification. Messieurs, c'est à vous. Ouais, alors pourquoi ce petit sujet sur l'entraînement, sur la philosophie autour de tout ça? Bah, ça nous semblait un petit peu important dans cette période où on va dire soit on finit sa coupure, soit on l'attaque, soit on vient de reprendre l'entraînement pour faire quelques réflexions, quelques grandes logiques. Moi, ce qui m'a un peu inspiré ce sujet, c'est le développement sur les réseaux sociaux ou plus globalement l'accès à l'information qui a tendance à pousser quand même les gens, je le constate par mon métier de coach, à beaucoup se concentrer sur les détails et d'oublier les bases. Parce que c'est vrai que souvent, bah, dans les podcasts, on accueille quand même des grands athlètes et on se concentre un petit peu sur ce qu'ils font, sur les détails, mais on oublie un petit peu la base. Et moi, j'aimerais rappeler un élément central dans la performance, surtout dans un sport d'endurance. C'est sûrement vrai pour n'importe quelle activité d'ailleurs, c'est qu'il faut une pratique régulière dans la durée. C'est vraiment le critère premier de la performance et on peut s'entraîner vraiment pendant longtemps avant d'épuiser nos capacités à progresser. Ça se compte en années, en heures. Alors, il n'y a pas vraiment de règles, mais je pense que pour exceller dans un sport, on peut compter, on va dire, entre 4 et 5 000 heures d'entraînement. Donc, je vous laisse faire votre calcul selon les volumes d'entraînement que vous avez, mais ça laisse vraiment beaucoup de temps.
Et j'insiste vraiment sur cet élément-là, parce que c'est central, parce que souvent, il y a beaucoup de stratégies qui sont popularisées à l'entraînement, en récupération, par les meilleurs athlètes. Et le point commun de tous ces individus, ces meilleurs athlètes-là, c'est qu'ils ont des niveaux de charge qui sont vraiment très importants, souvent à la limite de leur capacité d'adaptation. Donc, ils vont chercher des nouvelles solutions pour mieux calibrer cette charge, mieux la tolérer, déclencher des nouvelles adaptations. Pour la majorité des individus, les contraintes, elles sont quand même vraiment différentes. Ça ne signifie pas que l'entraînement il est moins intéressant, voire parfois il l'est même plus, notamment sur le fait qu'on n'a pas un temps disponible illimité quand on s'adresse à des pratiquants lambda, entre guillemets. Donc il y a vraiment une nécessité de trouver un bon équilibre entre le volume et l'intensité. Euh, Typiquement, bah, si on peut dire que c'est génial d'accumuler un fort volume de basse intensité, ce qui est factuellement vrai, tout le monde ne va pas avoir, comme Mathieu, par exemple, qui est athlète pro, 15, 20 heures, voire plus à consacrer à son entraînement chaque semaine. Donc, il faut avoir une vision quand même vraiment globale de sa saison, même sur plusieurs saisons idéalement, pour réfléchir à la bonne planification, à quelles ressources on alloue à sa pratique en fonction de sa vie professionnelle, personnelle. Et moi, personnellement, souvent, ce que je conseille aux gens que j'accompagne, c'est quand même d'être plutôt de choisir des compétitions en fonction de sa vie plutôt que de dire voilà, je vais prendre des dossards sur telle et telle course et dire ensuite comment je m'entraîne suffisamment pour prendre part à ces courses-là. Je laisse la place un petit peu à Théo pour nous parler un petit peu de comment il construit cette planification. Ouais, bah c'est pour rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Nico. Je pense que déjà il a dit l'essentiel. On pourrait s'arrêter là. Faut prendre le temps, faut réfléchir. Et moi, je voulais insister sur le fait de réfléchir à la construction de sa saison, mais pas que. En fait, je pense qu'aussi ce qui est intéressant, c'est de réfléchir sur le projet à 2, 3, voire 5 ans de pratique pour ceux qui arrivent à voir aussi loin. Et du coup, comment on fait pour construire sa pratique sur plusieurs années? Qu'est-ce qu'on met du coup dans la saison 2025, dans la saison qui arrive? Et bah pour ça, faut être au clair avec soi-même, avec ses objectifs. Est-ce que dans 3 ans, je veux faire, je sais pas, par exemple, mon premier 100 km alpin ou je veux faire un Sierzinal, par exemple, en 3 heures? Et ben du coup, en fonction de ça, je vais essayer de construire ma saison 2025, 2026, 2027 pour essayer de mettre brique par brique de l'entraînement et en tout cas des choses intéressantes à mettre en place pour y arriver, quoi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis pour imager un petit peu avant de passer sur des anecdotes. On peut vraiment voir ça un peu comme une maison en kit, entre guillemets. Et en fait, le but, c'est pas forcément de tout construire en une seule fois, mais c'est de prendre du temps pour construire, bah, par exemple, les panneaux, développer certaines qualités, faire bien ses fondations, et puis petit à petit monter sa maison. Et le moment où on va l'assembler, bah, c'est le moment un petit peu final, proche de notre objectif ou de nos objectifs, mais pas essayer, voilà, d'être tout le temps à son meilleur niveau, donc d'avoir quand même une réflexion par rapport à des cycles, on va dire, de préparation générale, puis de préparation spécifique. Pour parler un petit peu de ça, moi je vais d'abord prendre un exemple personnel. Quand j'ai commencé à m'entraîner de manière structurée, alors c'était il y a longtemps, mais en 2010, mon entraîneur de l'époque, Patrick Bringer, m'avait vraiment dit, alors je lui avais présenté deux grands objectifs de carrière, entre guillemets, c'était gagner les Templiers et être en équipe de France. Et il m'avait dit, bon voilà, c'est des objectifs ambitieux, mais c'est possible. Et il m'avait mis une deadline, je me rappelle, à 5 ans pour le faire. Et ça m'avait paru très très loin à ce moment-là. Puis c'était finalement passé très vite. Et bon, on n'avait pas réussi à remporter les Templiers, mais on avait fait une deuxième place aux Templiers, puis deux sélections d'équipe de France sur la période. Donc voilà, cette importance d'avoir un temps long. Un autre exemple que j'aime bien citer, c'est Sylvain Cachard qui commence à avoir quand même quelques années de vécu et qui pendant ces jeunes années entre guillemets des premières années, enfin on va dire espoir et puis les premières années seniors, il avait vraiment une vision très énergétique, très physiologique pour essayer de construire, on va dire un VO2 max le plus élevé possible avant de se consacrer maintenant un petit peu plus au stade de la carrière où il est avec une évolution sur des formats un peu plus longs, plus sur des aspects de durabilité, plus musculaire entre guillemets. Et vraiment, c'est une belle illustration voilà, de ce temps long dans la performance sportive qui reste incontournable et il n'y a pas de raccourci, sauf à faire comme certains athlètes. Et du coup, moi j'aime bien voir l'entraînement en deux parties principales. La première, c'est l'entraînement physiologique, et la deuxième partie, c'est la capacité musculo-squelettique à encaisser la charge.
Et donc, bah, ça, c'est sûrement aussi avec l'aspect un petit peu kiné. Si on reprend la première partie, donc l'entraînement physiologique, Nicole l'a dit, hein, la base de la base dans tous les sports d'endurance, c'est de faire de l'aérobie à basse intensité. Mais si on veut optimiser un petit peu cette progression physiologique, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir quels facteurs développer. Et bah, pour ça, on a souvent besoin de faire des tests. Ça peut être des tests de terrain, ça peut être des tests en labo. Et du coup, généralement, ce qu'on va repérer en course à pied, c'est le SV1/SL1. Le deuxième curseur, c'est le SV2/SL2. Et puis le troisième curseur, c'est la VO2 max. Je sais pas si vous voulez qu'on explique rapidement ce que c'est ou si on passe à autre chose. Ouais, je pense que la plupart des gens sont un petit peu familiers, mais le SV1, on va dire que c'est un petit peu la limite entre un passage, entre un équilibre qui est très local, donc qui peut être tenu très longtemps, et un équilibre un peu plus systémique. Donc on va dire ça dépend du niveau d'entraînement, mais on est entre 2 et 5 heures de tenue à peu près à ces intensités, voire un peu plus chez les meilleurs athlètes. Le SV2, c'est vraiment le moment où il y a un fort déséquilibre. Donc globalement, pour les gens, c'est le moment où ça commence à piquer quand même sérieusement, en principe, les jambes. Et là, on est quand même plutôt sur des efforts qui sont tenables entre 45 minutes et 1 heure. Donc ça va du 10 km au semi pour les meilleurs athlètes du monde. Et les capacités à VO2 max, c'est la consommation max d'oxygène. Donc souvent, elle est reliée à un temps, on va dire, entre 5 et 7 minutes. Mais finalement, dès qu'on dépasse le SV2, théoriquement, on va tendre à un moment donné vers VO2 max. Juste pour rebondir sur un petit peu ces tests, c'est intéressant. Bon, ça a quand même un coût. Donc moi, je pense que dans un premier temps, il faut aussi se concentrer on a parlé du temps long, mais d'avoir une certaine logique de développement, par exemple, bah, de son VO2 max, et puis de faire, puis de l'évaluer bah, avant, puis après son développement, voir si on a progressé. En principe, quand on débute, bah, on progresse assez vite. Quand on a plus de vécu, c'est plutôt un maintien souvent des qualités qu'on vise plus qu'un réel développement. Et moi, une question que souvent que je pose, c'est vrai qu'on voit beaucoup de tests physiologiques passer en labo maintenant, qui ont un coût, comme je l'ai dit. Et la question, c'est quand même de savoir si aujourd'hui, on est vraiment meilleur quand on teste que ceux qui ne le font pas. Ça, c'est quand même quelque chose sur lequel faut jamais oublier, c'est que quand on implémente des choses, c'est intéressant, mais est-ce que ça nous fait progresser? C'est toujours ça qui doit être au cœur de nos choix. Et Théo, tu avais parlé de deux aspects du coup dans la planification. Le premier côté où vous vous basez plus sur les énergétiques, physiologiques avec les seuils. Et du coup, il y a le deuxième aspect qui est aussi ben, résister aux contraintes mécaniques dans notre sport. Toi, tu peux développer là-dessus? Comment tu travailles là-dessus avec tes athlètes? Ouais, ah bah du coup, en fait, les capacités musculo-squelettiques et mécaniques, c'est la capacité du corps à tolérer les contraintes qu'on lui impose sans qu'il y ait de blessures. Et du coup, en trail, on peut voir des syndromes de surentraînement, mais généralement, ce qui arrive avant, ce sont des blessures musculo-tendineuses. Et pour ça, il faut faire surtout gaffe, notamment à la reprise. Et donc là, il faut souvent être très progressif. On peut prendre l'exemple de Matt, qui par exemple, la saison dernière, tu avais fait une reprise très progressive sur l'hiver entre 2023 et 2024. Bon, en mars-avril, c'était compliqué avec fracture de fatigue, mais là, on recommence pareil. Et le but, c'est de s'exposer très progressivement. Et pour ça, on peut jouer sur différents paramètres. Le premier, et sûrement le plus simple, c'est le volume kilométrique. Ensuite, on a aussi la quantité de dénivelé. Et puis, on a l'exposition progressive aux intensités. Donc, il faut aussi différencier les intensités quand elles sont à plat ou quand elles sont en côte, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes contraintes sur les structures du corps. Et dans cette phase d'exposition progressive, donc bah, au début, peut-être qu'on va reprendre avec 30-40 km, ça va paraître faible. Par exemple, bah, pour Mathieu qui s'entraîne 15-20 heures semaine, faire 40 km, ça passe très vite. Et du coup, là, faut pas hésiter à compléter en faisant du ski de rando, du ski de fond, du home trainer. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et quand on est sur une phase d'exposition progressive à la charge. On commence par faire de la zone 2, donc en tout cas de l'aérobie à basse intensité. Et donc on travaille pas forcément les hautes intensités. Et ça, on peut le compléter par les sports croisés. Donc par exemple sur Home Trainer, on peut se faire des séances VO2, des séances de seuil pour quand même avoir les impacts mécaniques et en même temps travailler l'aspect physiologique. Et si on veut aussi augmenter les capacités musculo-squelettiques, on peut compter sur les séances de muscu et pliométrie. Bon, évidemment, c'est comme tout le reste, il faut l'intégrer de manière structurée et progressive. Ouais, c'est sûr, c'est des bons exos, mais il faut quand même comprendre aussi que ça
ajoute des contraintes mécaniques en plus de la course à pied. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être très progressif. Et ce que tu nous as décrit là, c'est bien ça qu'on appelle la quantification de la charge mécanique. Donc ajouter très progressivement augmenter très progressivement la charge dans les domaines que tu montré. Nico, toi, tu en penses quoi de ça et est-ce que tu y fais bien attention quand tu planifies pour tes athlètes? Ouais, alors je suis pas forcément hyper carré. Par contre, je fais très attention à ce qu'a évoqué Théo sur les phases de reprise parce qu'en fait, ce qui est vraiment à risque, c'est quand même quand il y a eu des adaptations et bon, dès qu'on a une coupure, alors on en a déjà parlé dans un autre épisode, mais c'est quand même bien de se régénérer. Donc, on va dire dès qu'on dépasse 15 jours de coupure, il y a quand même vraiment de la désadaptation. Souvent, on conseille 3 semaines. Donc, c'est vrai que quand on reprend au bout de 3 semaines, très souvent, ce qui est un petit peu dur pour l'athlète, c'est que on va dire souvent cette coupure elle arrive après un objectif. Typiquement, je sais pas, le Grand Trail des Templiers, donc on a couru entre 7 et 12, 13 heures selon son niveau, donc on était capable de courir cette durée-là. Et quand on va pouvoir couper 15 jours, 3 semaines, on va reprendre par des footings qui font 20, 25 minutes max, et globalement de reprogresser. Après la progression de ce volume, il faut qu'il respecte quand même certaines logiques, on va dire 10-15% d'augmentation par semaine. Bien entendu, c'est corrélé un petit peu à l'habitude qu'on a. Moi, par expérience, des fois, on pousse jusqu'à 20%. Ce qui est important aussi, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire dans la période qui arrive. Parce que tu vois, si on prend ton exemple, Mathieu, là, on n'essaye pas de te ramener le plus vite possible à un fort volume en course à pied parce que tu fais d'autres sports à côté. Et donc, finalement, on n'est pas trop impacté par le fait que tu te sous-entraînerais si tu faisais que de la course à pied. Bah non, là, on te met d'autres sports et donc tu as un volume qui va un peu se rapprocher de ce que tu fais à l'année. En volume horaire, mais avec moins de course à pied. Puis progressivement, bah, ces sports croisés vont être remplacés par de la course à pied. Euh, et pour rebondir sur ce qu'a dit Théo, moi je trouve que c'est une excellente approche qu'il présente. C'est vrai qu'après la coupure, comme j'ai dit, ben, il faut reprendre tranquillement et plutôt les premières intensités les faire sur des sports croisés, puis les amener progressivement. Après, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais la manière dont on organise nos cycles, elle est quand même très contextuelle et c'est difficile de faire des généralités. Par contre, moi, il y a un élément sur lequel je veux insister, c'est que si on fait une longue période de cycle entre guillemets aérobie, donc avec peu d'intensité, on a parlé des seuils, on va dire qui dépassent pas souvent le seuil 1. Je pense qu'il faut vraiment comporter un vrai travail, enfin apporter vraiment un vrai travail de renfort de muscu en complément parce que on voit souvent que le versant physio-énergétique quand on fait des intensités, mais il y a aussi quand même une composante puissance quand on est à haute intensité qu'il faut vraiment pas oublier. Et si vous négligez ça, si vous faites que de la basse intensité pendant longtemps, vous risquez d'avoir quand même pas des très bonnes surprises sur le versant un petit peu force et le versant musculaire si vous faites pas quelque chose en complément. Bon, mais je suis bien dans les clous alors cet hiver avec une augmentation progressive de la course à pied, un bon volume aérobie sur les skis, puis c'est bien aussi pour l'aspect mental, c'est vraiment cool de faire d'autres sports. Et puis du coup la muscu 2 fois par semaine avec la planif de Théo. Toi Théo, tu as quand même la double casquette kiné-entraîneur, tu mets beaucoup d'attention sur ces aspects mécaniques, tu voulais compléter un petit peu là-dessus? Ouais, bah du coup, c'est sûrement l'aspect kiné qui vaut ça, mais moi je mets vraiment la prio sur la charge mécanique. Moi, ma priorité numéro une, c'est d'amener mes athlètes bah, à être non blessés sur la ligne de départ en étant sereins sur le fait qu'ils sont capables d'encaisser le volume qui les attend. Et en fait, une fois que on a à l'entraînement un volume hebdo ou mensuel assez conséquent et habituel, là je commence à réfléchir à essayer de gagner un petit peu plus en performance. Et on va essayer de pousser un peu plus les curseurs. Avant ça, j'essaie d'être assez conservateur. Et moi, j'entraîne peu d'athlètes aussi de haut niveau, à la différence de Nico. Et du coup, moi, ma priorité, c'est d'amener mes athlètes amateurs en bonne santé et en pleine forme sur la ligne de départ, quoi. Et ici, là, on a parlé que de l'aspect entraînement, mais il y a aussi plein de trucs qui peuvent avoir une influence sur la performance. Et c'est vraiment pas à négliger. Bah, c'est l'aspect nutrition et prépa mentale essentiellement qui peut être vraiment intéressant sur certains athlètes, d'autant plus qu'on va sur des formats un petit peu plus longs. Et je me permets de rallonger un petit peu ma prise de parole en donnant des petits tips sur l'augmentation progressive. Ce qui est intéressant surtout, c'est de se dire, OK, donc bah pour 2025, je fais mon augmentation progressive de mon volume en kilomètres et en dénivelé. Et en fait, ce qui est bien, c'est de savoir c'était quoi le volume hebdomadaire moyen de 2024. Donc si j'étais habitué à faire, je sais pas, 70 km semaine, avec 2000 de dénivelé, bah peut-être que lors de la reprise, je vais commencer par 20 km et 500 de dénivelé. Je vais monter de
10, 15, voire 20% chaque semaine. Et une fois que j'arrive à 70 km et que j'atteins mon volume habituel, eh ben, j'essaye peut-être de ralentir cette progression et voir s'il vaut pas mieux augmenter l'intensité ou alors en tout cas baisser l'augmentation en termes de pourcentage et passer peut-être à des progressions de 3, 4, 5% et pas rester sur du 10, 15, 20. Ouais, ce qui est très important aussi, Théo, c'est qu'en fait, c'est important ce que tu dis de prendre aussi le volume sur l'année parce que ce qu'il y a de bien sur le volume de l'année, c'est qu'il y a aussi les périodes potentiellement de blessures. Parce que très souvent, les athlètes, ils vont se concentrer sur quelle est ma charge, plus que le volume, on va dire, mais quelle est ma charge d'entraînement dans la période où tout va bien. Sauf qu'en fait, si ils font 3 mois à cette charge et puis qu'ils se blessent et puis que pendant un mois ils galèrent et qu'ils reviennent, ils refont ce même volume puis ils regalèrent à nouveau, eh ben c'est pas sûr qu'à l'arrivée ils aient un volume sur l'année qui soit bien supérieur à une pratique et une charge un peu plus conservatrice, mais qui sera maintenue toute l'année. Et ce qui compte finalement, c'est vraiment le nombre d'heures qu'on arrive à faire sur une année. Alors, c'est un marqueur simple, le nombre d'heures, mais on va dire que le reste est bien fait et en tout cas logique d'une année sur l'autre. Et donc, c'est vrai que c'est quand même vraiment important aussi de se concentrer, de prendre du recul, de regarder. Parce que souvent, bah, on va s'arrêter sur notre grosse phase de prépa, on dira, ah, je me suis entraîné dur sur telle préparation de course. Mais en fait, finalement, au global, est-ce que j'ai fait plus, moins que l'an dernier? Et donc, c'est vrai que c'est bien aussi de prendre du recul, de regarder ce qu'on fait sur une année, sur plusieurs années, voir si peut-être si on a des soucis, bah, est-ce qu'on n'a pas trop augmenté d'une année à l'autre parce que le corps en fait a des capacités d'adaptation phénoménales mais elles ont un certain laps de temps et en fait on peut pas non plus dire je vais mettre plus 10 plus 15% chaque semaine parce que en fait rapidement on va atteindre des volumes que le corps peut pas tolérer non plus quoi. Il y a un moment donné, il y a cette logique de reprendre jusqu'à un volume qu'on s'est fixé, c'est plutôt là qu'on peut prendre en compte ces pourcentages. Après, il faut être plutôt relativement stable. Ouais, et je me permets aussi de rebondir. C'est super important ce que vient de dire Nico, surtout pour les athlètes qui veulent changer de format et pour ceux qui veulent allonger. Quelqu'un qui est habitué à faire du maratrail depuis 3-4 saisons, s'il veut passer sur un format peut-être 100K, bah, il faudrait être d'autant plus vigilant sur la quantification du stress. Il y a un dernier petit point. Bon, on a vraiment bien parlé sur le fait que l'objectif numéro un, c'était de pas se blesser, donc bah, globalement de limiter le kilométrage à pied pour le migrer vers d'autres sports, par exemple. Ça, c'est vraiment vrai. Par contre, il y a quand même une chose qui est importante, alors surtout si on parle de performance, c'est que quand on est coureur, il y a une prime à la spécificité et au fait de courir. Et quand on ajoute des sports en complément, si on le tolère, si on a le temps de le faire, faut vraiment que ce soit plutôt pour augmenter la charge globale et que ça diminue pas non plus trop la charge en course à pied. Et notamment plutôt même la charge globale, c'est-à-dire que si pour mettre du vélo, vous mettez moins de course à pied, qu'au final vous avez quasiment la même charge que ce que vous faisiez en course à pied, bah, il y a quand même toujours une prime à la spécificité. Et dans notre cas, c'est la course à pied. Alors, juste donner un petit détail, mais par exemple, quand on a nos triathlètes comme on a pu le voir avec Vincent Louis à une époque, qui jouaient devant sur les France de cross, faut pas oublier qu'ils avaient aussi une charge qui est beaucoup plus élevée en globalité que les coureurs et que c'est ça qui jouait plus que le fait de faire des sports croisés. Donc, quand on peut tolérer quand même des forts volumes dans son sport de prédilection, la course à pied dans notre cas, bah, faut le voir et on le voit que aujourd'hui, sur marathon, normalement, bah, les volumes ont vraiment monté. Alors, bien sûr, il y a des variétés, hein. Hassan Chadi a jamais fait beaucoup de kilomètres. Récemment, on a vu, c'est un peu plus court que le marathon, mais Étienne Daguinos qui a battu le record d'Europe en 27,03, qui court seulement, entre guillemets, 120, 130 km semaine. Mais globalement, quand même, ne pas mettre trop de sports croisés si ça fait beaucoup chuter le volume de course à pied, la charge en course à pied, en particulier dans la période spécifique. Ouais, cet aspect de spécificité, c'est ce qui m'a un petit peu manqué, ce que j'ai vraiment envie de mettre en place cet été. Donc là, vu qu'on est loin de la saison, on se permet de faire du sport croisé, mais j'aimerais bien que quand on arrive un peu plus proche des objectifs, quitte à faire moins d'heures au global, pouvoir faire quand même plus de kilomètres à pied, essayer de bien les encaisser pour, ouais, comme tu l'as dit, je pense que pour être bon en trail, faut faire du trail à un moment. Donc ça va être le gros objectif de ma saison, en évitant bien sûr au maximum les blessures. Et du coup, s'il y avait un point qu'il fallait revenir ou quelque chose que tu voulais compléter sur ce que vous aviez dit là, tirer dans quelle direction? Bah, moi, je voulais revenir un petit peu sur se méfier de l'interprétation qu'on fait de l'entraînement, qu'on propose ou qu'on suit.
Je prends un exemple, mais aujourd'hui, bah, on parle beaucoup du renfort de la muscu dans l'entraînement trail et c'est très bien. Maintenant, moi, je pense qu'il faut prendre quand même du recul. C'est pas le renfort ou la muscu qui permet de performer en trail. Parce que si c'était le cas, les gens les plus forts, c'est les haltérophiles, et je vais caricaturer, mais c'est eux qui gagneraient l'UTMB. Et donc, revenir sur le fait qu'il faut faire des heures, c'est pas, il faut faire des heures d'aérobie, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, c'est pas vraiment ce qui est vendeur en termes de game changer, mais il faut jamais oublier que c'est quand même ça la base et le redire une dernière fois, même si bien entendu la muscu, le renfort, c'est intéressant pour améliorer le processus au niveau mécanique comme on l'a évoqué, sur des gains de temps aussi parce qu'une séance par exemple de pliométrie bien faite, ça permet de générer pas mal de contraintes mécaniques sur un laps de temps réduit et c'est parfois intéressant et important en fonction des athlètes qu'on a accompagnés ou en fonction de sa pratique personnelle. Je pense que ce que Nico a dit, c'est vrai, mais il faut aussi le mettre dans un contexte. Un athlète qui habite dans les Alpes ou dans les Pyrénées, il n'aura pas du tout le même entraînement qu'un athlète qui n'a pas accès à du dénivelé et qui habite en Bretagne. Donc, bah, celui qui s'expose à 5000 de dénivelé toutes les semaines, peut-être qu'il a besoin de faire un peu moins de renfort à l'année qu'un athlète breton ou normand. Et puis, on voit souvent différentes philosophies de coaching s'opposer, des fois se clasher. Bon, nous, on a eu de la chance avec la structure d'avoir la double casquette et du coup, on a pu bah, soit faire des formations, soit collaborer avec plusieurs coachs. Et certains, ils sont beaucoup trop axés sur la muscu, certains beaucoup trop sur la borne. À mon sens, quand même, l'équilibre, c'est quand même la meilleure des deux solutions. Ça sert à rien d'être dans pardon, ça sert à rien d'être à l'extrême du spectre d'un côté ou de l'autre. Pour moi, c'est soit du marketing, soit c'est sous-optimal pour l'entraînement. Et il faut aussi retenir que les coachs, ils attirent souvent les athlètes qui aiment leur philosophie d'entraînement. Donc, dès que ça marche, on est forcément sur un biais d'autoconfirmation à dire, bah, vous voyez, ma méthode, elle marche. Regardez mon athlète là, il a performé. Et donc, ça, il y a quand même des gros biais sur ce qu'on peut voir. Et avant qu'on s'approche de la fin de la rubrique, j'aimerais quand même que Nico, tu nous apportes un petit détail. On parle de volume, de charge d'entraînement. En fait, c'est quoi la différence? Bah, le volume, c'est très basiquement les heures effectuées, donc c'est un indicateur partiel parce que tout le monde comprend bien qu'une heure de footing ou une heure avec des fractions de haute intensité, c'est pas la même chose. Alors que si on tient compte que du volume, bah ça fera une heure dans les deux cas. Donc le meilleur indicateur, c'est la charge d'entraînement. Elle se mesure de plein de manières. Une des plus simples, qui est quand même, je pense, facile à utiliser, c'est ce qu'on appelle la charge de Foster. En gros, c'est la durée en minutes fois votre RPE plutôt en principe moyen sur la séance. Et donc ça permet de rebondir un petit peu sur quand même une logique qui est quand même fondamentale pour moi dans les sports d'endurance, c'est qu'il y a quand même une importance du volume. C'est pour ça souvent qu'on en parle, parce que le but, si on simplifie à l'extrême l'entraînement, c'est de proposer le plus de charge possible qui est assimilable par l'individu qui est en face de nous. Donc ça varie énormément bah, en fonction de l'expérience. Et comme ça, c'est quand même relativement simple. Après, on connaît rarement la charge tolérable par l'athlète. Donc comme on l'a évoqué avant, bah faut prendre en compte les antécédents. C'est pas si simple que ça de la mesurer, surtout dans un sport comme le trail, parce qu'il y a une charge mécanique, il y a une charge physiologique, il y a une charge mentale. Et donc, quand on veut créer une charge, ben, on a une combinaison de moyens. On peut faire un fort volume avec peu d'intensité, peu de volume avec énormément d'intensité ou un mix des deux. Et pourquoi le volume, ça compte? Parce que l'avantage quand même majeur de la basse intensité, c'est qu'on peut accumuler beaucoup d'heures en générant peu de fatigue. Et il y a beaucoup d'adaptations qui se créent quand même à basse intensité. Donc, c'est pour ça que souvent, le volume est quand même beaucoup mis en avant parce que c'est vraiment l'incontournable dans les sports d'endurance. Bon, je pense qu'on a déjà fait un bon petit tour des bases de l'entraînement. On avait noté beaucoup plus de choses, mais je pense que c'est déjà assez complet pour un premier épisode. Et Nico, je te propose de conclure avec un dernier message assez direct. Qu'est-ce que doivent retenir en priorité de cette rubrique les auditeurs, à part que pour être bon, il faut borner. Ça, c'est l'objectif final, mais pour ça, bah, faut être progressif. Faut ne pas se blesser. Donc, pour pas se blesser, bah, faut pas négliger le renforcement, la muscu, et d'augmenter progressivement, d'avoir une vision à long terme, parce que pour bien faire les choses, bah, faut avoir un plan. Donc, dessiner un plan sur un temps relativement long. Écouter aussi ce qu'on peut nous dire, c'est-à-dire que je débute la course à pied, je veux faire un ultra dans 2 ans, c'est peut-être pas possible. Alors ça dépend de ses antécédents, mais voilà, donc se faire aider, aller dans un club, prendre
un coach particulier pour ceux qui en ont les moyens. Mais voilà, vraiment patience et progressivité. Et puis une maxime que j'aime bien, enfin deux maximes que j'aime bien. Le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Et puis alors vous avez rigolé avec mon anglais exceptionnel, mais simply is clever. Faut jamais l'oublier. Merci beaucoup, messieurs, pour ce super sujet qui, j'espère, aura tenu en haleine nos auditeurs et nos auditrices. En tout cas, sachez qu'il est possible de faire 2,25 au marathon et de courir uniquement 3000 km à pied à l'année. Donc, la bande, c'est bien, mais sans se blesser, c'est mieux. Allez, on va pouvoir passer à notre petite rubrique spéciale pour notre dernier épisode de l'année, les prix d'honneur du trail qu'on aime. Et comme vous allez le voir, le gros avantage chez nous, c'est que vous n'avez pas besoin de payer pour faire partie des heureux élus. Pour rendre ça intéressant et pas trop barbant, on a choisi de traiter 4 catégories. Notre athlète homme de l'année, notre athlète femme de l'année, notre team de l'année et enfin notre événement de l'année. Chaque membre de l'équipe va vous donner son lauréat et ou sa lauréate et argumenter sur le pourquoi. Et juste avant, et pour vous remercier d'avoir été nombreux et nombreuses à participer sur le canal, on a décidé de recevoir un auditeur qui va nous partager lui aussi ses prix d'honneur. Et on souhaite la bienvenue à Diego. Ouais, salut à tous. Merci beaucoup. Diego, est-ce que rapidement tu peux te présenter pour que l'on sache un petit peu de quel coureur tu es? Ouais, bonsoir à tous. Donc moi c'est Diego. Donc j'ai commencé à courir il y a 4 ans, courir sur route, sur marathon surtout. Et je suis passé sur trail il y a 2 ans. J'ai fait du 100 bornes aussi et du 24 heures récemment. Donc voilà, un peu plus long récemment. Ok, trop cool. Bah, j'imagine que tu as dû suivre du coup un petit peu les résultats de nos Français et nos Françaises au championnat du monde en Inde. Ouais, un beau chantier. Visiblement, tout le monde s'attendait à des températures très compliquées, mais ce que les coureurs ont pas anticipé, c'est le sujet pollution. Et visiblement, ça a tapé très fort, que ce soit pour les Français ou pour tout le monde. Et ça, à la différence de la température, à la différence de l'altitude, c'est difficile de s'y préparer. Donc j'ai vu qu'il y avait certains coureurs qui avaient hésité même à courir avec des masques. Donc ça, c'est assez impressionnant quand même d'avoir un championnat du monde qui se déroule dans des conditions comme ça. Ouais, tu m'étonnes. Allez, on va pouvoir démarrer avec l'athlète homme de l'année. Mathieu, je vais te demander qui tu as élu comme trailer de l'année. Allez, moi je me suis pas cassé la tête, on commence facilement, pas d'hésitation, on pourrait le mettre chaque année tellement il transforme tout ce qui touche dans le trail en or. Il a eu un petit peu plus de mal lorsqu'il s'est attaqué aux pistes d'athlée après le Covid. Donc vous voyez peut-être de qui je veux parler. Il a 11 victoires à Zegama et il s'est offert aussi une 10e à Sierzinal cette année. Donc est-ce qu'il faut ajouter quelque chose à ça? C'est bien sûr Kylian Jornet, le GOAT. Et puis qu'est-ce qu'il s'est permis de faire aussi après avoir remporté Sierzinal? Il nous a fait la petite dinguerie du siècle en alpinisme avec, comme tout le monde le sait probablement, l'intégralité des 4000 des Alpes en 100% en motricité humaine en 19 jours. Donc c'est vraiment un truc de dingo, donc simple et efficace. Kylian Jornet est pour moi, comme d'habitude, l'homme de l'année, de la décennie et du siècle. Théo, qui as-tu élu? Sur la scène française, pour moi, c'était Thomas Cardin. Il a fait quand même que des gros résultats cette année en étant troisième sur les championnats de France de trail long. Il remporte les championnats d'Europe. Il a fait une grosse coupure cet été avec un voyage à vélo en famille. Et quand il revient, il remporte haut la main et sans concurrence Templier plus Saint-Élion en patron du début à la fin. Donc ouais, je pense que pour moi, c'est Thomas Cardin cette année qui mérite ce prix honorifique. Nico, ton heureux élu. Moi, c'est le vainqueur des Golden Trail Series. 1000 points possibles au classement général. Il en a eu 1000. El Ouzine El Azaoui, le Marocain, qui a dominé la saison, qui a su battre notamment les Kenyans sur des profils rapides aux États-Unis, par exemple, et qui a fait une saison vraiment XXL. On l'a vu grandir petit à petit sur ces dernières années, mais là, c'est vraiment exceptionnel ce qu'il nous a fait cette saison. Margot. Et ben là, vous avez déjà cité pas mal de gros noms et de grosses perfs, donc forcément énorme respect pour tout le monde là. Mais on va quand même citer Vincent Bouillard. Sa victoire sur l'UTMB, c'est juste magnifique. Comme sa gestion de course et puis surtout tout le discours qu'il tient autour de sa pratique, de sa performance, de sa manière de voir le trail. Ouais, gros kiff pour Vincent Bouillard, ouais. On a d'ailleurs hâte de voir où est-ce qu'il va signer pour l'année prochaine.
Et puis, Diego, tu vas te faire un petit peu le porte-parole du canal, mais on a vu passer énormément de Vincent Bouillard, d'Elouzine et de Kylian sur Instagram, mais celui qui semble retenir le plus les faveurs de notre communauté, ça reste quand même Thomas Cardin. Toi, Diego, qui c'est que tu as voulu mettre en avant? Ouais, moi je voulais vous parler de David Roche, David Mountain Roche sur Instagram, qui est assez exceptionnel, qui est un athlète qui en fait borne comme un sagouin depuis 15 ans. Simplement, personne ne le connaissait, encore moins en Europe. Il a fait un gros crash en vélo il y a quelques mois, qui visiblement lui a fait passer un cap niveau mental. Depuis qu'il est revenu, il roule sur tout. Donc record sur la Leadville en 5,44 au kilo, alors qu'il y a 4000 des plus et que l'altitude est à plus de 3000 sur l'ensemble de la course. Ensuite, il enchaîne et il sort 4,47 au kilo sur encore un 100 miles sur Javelina, quelques minutes du record alors qu'il faisait 35-40 degrés. Donc extrêmement inspirant. Il annonce déjà qu'il va gagner la Western States, donc c'est à l'américaine. Ça choque pas mal, je pense, ici en termes de mentalité, mais c'est extrêmement impressionnant ce qu'il a fait cette année. Ouais, tu fais bien de le mentionner. Je me rappelle de Mathieu qui nous en avait parlé aussi dans un précédent podcast. Et effectivement, on a hâte de voir la bataille qui risque d'avoir lieu entre David Roche, Jim, Kylian et peut-être Vincent Bouillard aussi s'il arrive à obtenir son golden ticket. Donc, on a hâte de suivre ça l'année prochaine. Allez, on va pouvoir passer aux athlètes femmes. Mathieu, dis-nous qui tu as choisi. Allez, je suis allé dans quelque chose un petit peu plus niche pour contraster avec Kylian Jornet. Cette fois, j'ai choisi Christelle De Waal. Donc, on n'en a pas entendu parler énormément, mais elle a quand même fait péter un record du monde cette saison. Donc, j'avais envie de la mettre en avant, en plus de ses 2 sélections en équipe de France. Donc, ceux qui auraient oublié, elle a monté le KV de Fouly, donc le kilomètre vertical, en 33 minutes 43, donc presque 1800 mètres heure en vitesse verticale. C'est hallucinant. Margot, qui as-tu décidé de mettre en avant chez les femmes cette année? Pour moi, c'est Tony McCann avec sa victoire sur la CCC, mais aussi toute sa décision et sa vision de comment elle gère le Golden Ticket qu'elle a eu pour la Western, qu'elle a décidé du coup de refuser pour y revenir plus tard, plus préparée. Et je trouve ça beau de donner autant d'importance à une course qui est loin et qu'elle décide du coup de prendre très au sérieux et d'y revenir plus tard, alors que c'est une très grosse opportunité. La confiance qu'elle a aussi de savoir qu'elle y aura accès plus tard, c'est cool. Et pour moi, ça la met au premier rang. Ouais, donc en sachant qu'elle a obtenu justement ce golden ticket grâce à sa victoire sur la CCC. Nico? Moi, je laisserai à Théo l'honneur de citer la reine de la saison, mais du coup, moi, j'ai vraiment apprécié la saison de Rootcroft. Un seul objectif majeur sur l'UTMB face à la reine Katy Scheid, notamment, et elle prend une superbe deuxième place avec une patience et une gestion de course magistrale. J'étais sur le terrain, je me rappelle encore de son passage à Champélac, que j'avais vu passer tous les premiers hommes. Franchement, je pense que c'était quasiment la plus rapide à ce moment-là. Elle était vraiment hyper impressionnante. On se rappelle tous de la vidéo qui a pas mal tourné du moment où elle met une énorme boîte quand elle dépasse Marianne Hogan. Bon, c'est beaucoup au bluff, hein, mais c'était des images impressionnantes. Et puis surtout, ça renvoie aussi à la durée dans le milieu de route, parce qu'il avait gagné il y a déjà 9 ans la CCC avec une 8e place au scratch et c'est bien de performer, mais durer, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur et de plus admirable pour moi dans un sport d'endurance. Et puis Théo, on te laisse l'opportunité de nous donner le nom de celle qui a été énormément plébiscitée sur le canal Instagram. Ouais, bah ça a été un peu la reine de 2024, donc c'est Katy Scheid qui a remporté l'UTMB sans concurrent. Cette année, elle a fait 3 formats, 3 ultras et 3 victoires. Donc pour les rappeler, c'est la Canyon Endurance, la Western et l'UTMB où finalement elle a couru plus avec les hommes qu'avec les femmes. Et on attend là aussi les duels avec Courtney Dauwalter l'année prochaine pour voir qui est vraiment la reine de l'Ultra Trail. Diego, qui as-tu retenu comme athlète féminine de l'année? Ouais, moi je voulais aussi vous parler de Rootcroft pour son approche mentale, je pense, parce qu'arriver sur l'UTMB, sur un premier UTMB, clairement en souhaitant gagner, c'est ce que tout son entourage indique, c'est quand même assez fort. Et puis surtout ce qu'elle met en place
pour ensuite arriver à cette gestion de course phénoménale. Mais sur l'utilisation de la data, vraiment, ça paraît hyper poussé. Je sais pas s'il y a beaucoup d'athlètes féminins ou masculins dans le trail aujourd'hui qui font quelque chose d'aussi scientifique. Peut-être Mathieu Blanchard, peut-être Kylian et peut-être Tom Evans. Mais ils sont suivis par un data scientist au quotidien qui va aller regarder ses performances à l'entraînement selon le degré de température, le taux de glycémie, le taux de sucre, etc. C'est quand même assez fort et c'est clairement disons la direction que prend ce sport sur les prochaines années. Donc c'est fort d'arriver à mettre d'ores et déjà ça en place. Top. Allez, on va pouvoir passer au team de l'année. Mathieu et Nico, petite difficulté, vous n'avez pas le droit de mentionner votre sponsor Brooks. Mince. Moi, je voulais entamer la catégorie en rentrant tranquillement avec une petite mise en avant qui ne méritait pas forcément le prix global, mais je voulais signaler quand même la jeunesse de Brooks qui est arrivée très fort sur les Golden. Donc, des belles recrues qui ont été bien accompagnées vers le plus haut niveau. Donc, il y a Daniel Patis qui fait cinquième au général, Roberto De Lorenzi sixième, Mikel Corbera, l'Espagnol qui fait 15e. Donc, c'est des athlètes qui sont encore très jeunes et qui sont relativement jeunes et qui pourront encore progresser. Donc, c'est cool. Et chez les féminines, on a Anna Gibson, l'américaine, qui fait 5e et Julia Font, 12e avec une très belle saison aussi sur le skyrunning. Donc, c'est une équipe assez jeune qui a su aussi former les athlètes pour les amener progressivement vers le devant de la scène. Donc, il nous en manque un pour jouer devant en France. Mais attention aux recrues de 2025. Margot, je crois que tu es resté avec le sponsor de Tony McCann. Ouais, pour moi, c'est Terex. Ouais, entre la gaine de Tony sur la CCC, Ellie Hemming sur l'OCC, Woodcroft, l'UTMB. Pareil, Woodcroft sur la Transvulcania, je trouve qu'on les a quand même tous beaucoup vus sur des grosses échéances, sur des grosses courses avec des grosses perfs. Donc, moi, c'est clairement eux que je retiens. Et puis, il y a aussi le fait qu'ils ont été beaucoup suivis cette année par un de mes photographes préférés qui s'appelle Dan King, qui a une très, très belle manière de mettre les émotions des coureurs en images. Et forcément, je reconnais que ça a pu influencer mon choix. Ouais, je te rejoins là-dessus parce qu'au-delà des résultats sportifs, j'ai l'impression que c'est mon ressenti, mais qu'Adidas, Terex, on les a vus très souvent cette année et qu'il y a une communication plutôt très chouette qui s'en dégageait avec un esprit vraiment convivial de partage et une entente qui avait l'air plutôt très bonne entre tous les athlètes. Donc, je te rejoins c'est un très bon choix, Terex. Ils sont suivis par une boîte de prod allemande Pfefferminz depuis des années. Qui les suivent du coup sur tous leurs stages, toutes leurs compètes et tout. Donc il y a une vraie émulation qui se crée entre les artistes qui les suivent et puis les athlètes. Donc tout le monde se sent à l'aise et je pense que c'est ça qu'on voit bien dans les images. C'est que faut pas oublier que nous, derrière nos petits boîtiers, on vit quand même avec les athlètes et tout. Donc si quand on se connaît bien et tout, le travail qu'on peut produire, il est forcément plus authentique. Donc je pense que ça joue beaucoup. Top. Nico? Moi, je pose une question. Est-ce que les teams n'ont pas été ridiculisés en 2024 par un ingénieur de l'une des plus grandes marques? Je crois que sur la plus grande course de l'année, c'est quand même un mec pas timé qui a remporté la course. D'ailleurs, je disais qu'on a hâte de voir dans quel team il va signer, mais moi, je vous avoue que mon petit rêve, ce serait qu'il signe dans aucun team. Je sais pas vous, mais... Ouais, bon, après, on sait très bien pour quelle marque il va courir. Je pense que il a quand même, c'était pas, c'est quand même quelqu'un qui, au-delà, j'ai dit ingénieur, mais c'est quelqu'un qui a des vraies responsabilités dans la marque Oka. Donc, je pense que même pour sa carrière professionnelle, il va peut-être signer en partie ou avoir un montage un petit peu, mais très clairement, on sait quelle marque il représentera l'année prochaine. Je pense pas qu'il y ait de surprise de ce côté-là, quoi. Nous verrons, nous verrons. Théo, c'est à toi. Ouais, bah moi je pencherais pour le team Keep Run parce que clairement ils ont fait une razzia sur les championnats de France et d'Europe, surtout sur les championnats d'Europe à Annecy où ils ont fait 6 sur 6 entre le podium masculin et féminin. C'est quand même absolument dingue de dominer autant. Voilà, et puis ce qui est étonnant aussi, c'est que ça reste un team récent. Il y avait la partie féminine qui doit avoir, je sais pas, peut-être si vous savez les gars, mais 3-4 ans, ou Margot si tu sais. Et puis là, ils ont intégré les hommes depuis une année. Et c'est pas forcément les meilleurs en communication par rapport à Terex, par contre. Et bah, en fait, ils laissent juste les performances parler pour eux. Donc bravo en tout cas aux athlètes parce qu'ils ont fait une saison quand même incroyable. Le canal te rejoint, Théo, puisqu'on a eu
beaucoup de keep run qui ont été nommés sur le canal. C'est fortement compréhensible au vu de la saison qui a été réalisée, surtout par des athlètes français. Donc voilà. Diego, toi, quel team as-tu retenu? Ouais, peut-être juste un petit mot sur la team Sidas Matrix, pas forcément sur cette année en particulier, mais juste sur les dernières années. Je pense que pour des personnes qui commencent à s'intéresser au trail, c'est une team qui a été quand même assez particulière avec des athlètes une super com, voilà, pas accompagnés par une grosse marque, donc une impression de proximité. Je trouve que c'était intéressant de les suivre sur ces années et puis des athlètes hyper jeunes en développement. Donc je pense que ça a suscité pas mal de vocations, mine de rien, ce projet-là. Ouais, on rentrera pas dans le débat et la définition à proprement parler du team, mais on peut peut-être dire que le team Sidas Matrix serait peut-être l'unique team existant en France et que les autres seraient plutôt des équipementiers, mais on va pas rentrer dans le débat maintenant. On va pouvoir passer à l'événement. Et on a voulu parler aussi un petit peu du fight de l'année, parce que Mathieu, tu vas nous parler d'un fight notamment qui a eu lieu sur tes terres natales, je crois. Et oui, c'était un fight qui a eu lieu au sommet du trail, au sommet du Cantal, sur le plan du Cantal, donc entre Mathieu Delpech et Quentin Melleux, arbitré par Alexandre Viol. Ah non, il était au chou comme d'habitude. Non, plus sérieusement, même si c'est une course où j'ai énormément souffert sur la fin de course, c'était cool de retourner sur un événement local dans le Cantal. Et c'est aussi ça, le trail qu'on aime. Donc ça fait 100% partie de ce qu'on veut mettre en avant aussi ici. Mais sinon, le vrai fight. Enfin, un très beau fight qui a eu lieu, c'est un fight féminin sur les Templiers avec une belle densité et je pense une course pour ceux qui étaient présents et qui était cool à suivre jusqu'à la fin. Donc voilà ma sélection. Margot, Moi, je reste encore impressionnée par les courses aux US des Golden et notamment les finishes de Elouzine Elazaoui et Patrick Hipengeno sur le Mammoth Trail Fest. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce sprint dans les rues de Mammoth qui était complètement fou, où Elouzine passe à une demi-seconde devant. Et puis à Headland, toutes ces 400 derniers mètres à près de 24 à l'heure entre Elouzine et Philémon. Les images sont impressionnantes et c'était le suspense jusqu'à la fin et ils ont fait le show. Donc, dans le fight de l'année, c'est ça que je retiens. Nico, Ah, moi, c'est Kylian qui a dominé Zegama de A à Z en partant très tôt, qui a refait quasiment la même à Sierzinal avant un final que va nous décrire Théo, je crois. Ouais, moi c'était le sprint de Cardinal entre Kylian et Philemon Ombongo. Et ils ont terminé tous les deux au sprint. Et du coup, ça me fait quand même penser qu'on a tous les trois cité que des arrivées au sprint qui étaient exclusivement sur les formats Golden. Donc, est-ce que c'est les formats les Golden les plus spectaculaires ou pas? On peut se poser la question en tout cas. donc vous êtes plutôt partisan d'un finish au sprint plutôt qu'un finish main dans la main, c'est ça? Ouais, est-ce que la question se pose vraiment? Allez, ben, sur le canal, il y a forcément les plus gros événements qui ont été cités, notamment les classiques UTMB, Templiers, ou encore ben, la dernière de la Skyrun. Alors, il n'y a pas eu de sprint, mais voilà, c'était quand même un fait marquant de cette année. C'était la dernière édition de la Skyrun. Toi, Diego, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette année? Ouais, moi je voulais juste revenir sur la perf plus que le fight parce qu'il n'y avait pas vraiment de concurrence, mais de Seb Speller sur le 100 miles en Alsace. Moi j'y étais, on est parti devant, on était à 3,30 et il était déjà 200 mètres devant au bout de 300 mètres. C'était absolument absurde. Et j'ai trouvé ça assez impressionnant qu'il continue à en remettre alors que la concurrence était à 2-3 heures derrière. Il finit à plus de 10 à l'heure sur un 175 bornes avec 5000 et en plus avec son bébé dans les bras sur l'arrivée. Donc masterclass, très très fort. Top. Et puis, comme on vous avait dit sur le canal Instagram, on vous a réservé quelques petites catégories spéciales. À commencer, Mathieu, je crois, par la catégorie du plus gros pollueur. Et oui, je me suis embêté à calculer les bilans carbone des vols de tous les trailers de France pour les compétitions de trail ou pour les entraînements. Et celui qui a accumulé le plus de miles dans son compte fidélité, c'est roulement de tambour. Évidemment que non, on n'a pas fait ça, on n'est pas là pour pointer du doigt, mais en revanche, je voulais vous donner une petite liste de courses mythiques dans le monde et les émissions carbone associées à chacune de ces courses avec un petit départ de Paris sans escale, d'après le site myclimate.org.
Et donc, allez, on commence tranquillement. Donc, pour aller faire un petit Zegama et voler jusqu'à Bilbao, c'est 500 kilos de CO2 équivalent émis. Pour rappel, pour donner un ordre de grandeur, le français moyen, c'est 9-10 tonnes de CO2 à l'année. Et puis, il faudrait essayer de tendre plutôt vers 2 tonnes en 2050 pour atteindre la neutralité et puis limiter les effets dévastateurs du dérèglement climatique. Mais lorsque on commence à aller un petit peu plus loin pour aller faire d'autres courses, ça commence à grandir assez rapidement. Quand on va aux Canaries pour aller faire une Transgran Canaria ou une Transvulcania, on est plus vers la tonne de CO2. Même ordre de grandeur pour aller à Madère. Et puis quand on commence à aller encore plus loin jusqu'à Cape Town, Chiang Mai ou en Californie pour aller faire la Western ou à La Réunion pour la Diag, là on est plus entre 3 tonnes et demie et 4 tonnes. Et puis pour terminer ce mini prix honorifique, je voulais vous poser une petite question. D'après vous, pour un coureur européen, quelle course est la plus polluante à aller faire dans le monde? Un truc en Asie. Tarawera. C'est ça. Ouais. Théo Robin a trouvé. On peut pas aller plus loin qu'en Nouvelle-Zélande, faire la Tarawera, où l'aller-retour est environ à 10 tonnes de CO2. Là, le bilan carbone en prend un coup. Et quel athlète va aller au Tarawera l'année prochaine? Un athlète qu'on connaît très bien. On n'est pas là pour pointer du doigt. On ne pointera pas du doigt. Allez, on passe à l'autre catégorie spéciale qu'on vous a réservée, celle du plus gros scandale de l'année sur la planète Trail. On vous a parlé du cas Camille Héron avec ses fameuses modifications sur sa page Wikipédia. On vous a aussi parlé lors d'un précédent épisode de l'arnaque aux glucides de la marque Spring Nutrition. Mais on a quand même retenu le cas positif de Stian réalisé sur l'OCC en 2023 qui a été révélé en début d'année, qui a fait quand même trembler le monde du trail. Et Nico, Mathieu, je crois que tu voulais revenir un petit peu là-dessus. Non, c'est Ouais, mais Nico. c'est en fait à ce moment-là, j'étais avec Nico en stage. En tout cas, on avait partagé un entraînement du côté de Bulle-et-Baronnie et on partageait un petit peu le même avis. On était relativement surpris du soutien incroyable qui avait été apporté à Stian par le peloton des athlètes. Tout le monde disait Stian, c'est pas possible, il doit y avoir une erreur, et du coup, sans mettre en doute sa bonne parole, alors quand même, je pense que les autorités compétentes savent quand même ce qu'ils font, donc ça peut arriver de faire des erreurs, mais je comprends pas pourquoi l'intégralité du peloton, enfin, beaucoup de personnes s'étaient mis à le soutenir sans émettre, enfin, en ayant un avis sur la question, alors que à moins de vivre avec lui, en fait, on peut pas savoir. Donc, laisser les enquêteurs faire leur travail. Et j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi tout le monde le soutenait, alors que si ça avait des athlètes, ça avait été un athlète potentiellement d'autres origines ethniques, ça aurait été beaucoup moins soutenu. Donc, voilà un petit peu ce qu'on pensait de ce petit scandale. En sachant qu'il a pas été blanchi depuis qu'il a été pris positif pour dopage. Donc s'il n'a pas été blanchi quasiment un an après les révélations, c'est bien qu'il y avait quelque chose de pas net. Nico, tu voulais réagir? Ouais, bah moi en fait, ce qu'a dit Mathieu, mais c'est surtout le soutien public. En fait, je pense qu'on peut avoir une proximité avec Stian. C'était pas mon cas personnellement, mais certains athlètes qui l'ont soutenu, c'était peut-être le cas. Mais que t'apportes ton soutien, et moi ce serait le cas si j'avais un proche qui était pris, voilà, un soutien en privé. Par contre, un soutien public, je trouve que ça fait un petit peu, il y a un goût un petit peu d'omerta vu de l'extérieur, quoi. C'est en gros, regardez, l'un des meilleurs coureurs de la discipline, il se fait prendre, tout le monde le soutient. Ça, je trouvais, ça donnait pas une super image de notre sport, quoi. Diego, toi, est-ce que tu as suivi un petit peu cette histoire et comment tu l'as vécu d'un œil un petit peu plus extérieur par rapport à nous qui sommes vraiment, qui bossons dans le monde du trail, toi, comment tu l'as vécu? Ouais, grosse surprise et grosse surprise également de l'attitude d'énormément d'athlètes sur le sujet. Alors visiblement, par définition, je connais pas, mais il fait l'unanimité pour lui. Ça a l'air d'être visiblement un bon gars, mais ça n'a aucun rapport avec ce qui lui est reproché. Donc ouais, même précaution sur le soutien public. Ça me fait penser à l'affaire sur Mehdi Frères, où là aussi il fait l'unanimité chez les marathoniens, mais ça n'a aucun rapport avec les procédures en cours. Donc, il y a une sanction qui n'est pas une sanction, c'est une sanction définitive dont il peut faire appel, mais c'est quand même plus qu'une suspension temporaire pendant le temps de l'enquête. Et puis, allez, dernière petite catégorie amusante qu'on a décidé de vous dévoiler, c'est la catégorie de l'athlète le plus gourmand en dossard. On n'a pas mené une énorme enquête puisqu'on était tous à peu près unanimes sur le nom de cet athlète. Et je vais laisser
l'opportunité à Nico de nous dévoiler le nom de cet athlète. C'est un membre du team Brooks, Roberto De Lorenzi, qui pour me faire plaisir, a fait honneur à mon département de l'Isère avec 38 dossards pris en 2024. Et il semble que Mathieu nous a glissé que dans un podcast avec Francesco Pupi, si je dis pas de bêtises, il avait dit que c'était une de ses années les plus faibles en nombre de dossards. Donc il se calme progressivement, mais pas assez rapidement à notre goût, parfois du côté de chez Brooks. Si vous avez bien écouté la rubrique de Théo et Nico, ne faites pas comme Roberto, ne planifiez pas votre saison comme Roberto en tout cas. Ouais, bon après, si t'es champion d'Europe et vainqueur des skyrunning, on prend quand même, hein, Alex. C'est vrai, c'est vrai. Allez, on a terminé sur nos prix d'honneur du trail qu'on aime. On espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous donner vos avis encore une fois sur le canal Instagram. Et puis on va pouvoir passer à notre dernière rubrique, notre instant expression libre. Et je vais pouvoir donner la parole à Théo. Moi, je voulais vous faire un retour rapide d'expérience perso. Depuis pas longtemps, j'ai commencé un suivi en prépa mentale. Je vous en dirai bientôt plus avec qui. Et du coup, on a pu faire deux séances, un bilan et une séance spécifique de travail. Et comme j'avais un trail ce week-end, on a pu poser des exos dessus. J'avais des consignes assez particulières par rapport à mes habitudes. Et la principale, je voulais la partager, c'était de mettre un scotch ou du tape sur la montre pour se fier 100% aux sensations et j'avais rarement autant apprécié et bien géré l'intensité d'une course. Donc franchement, je trouvais ça très très intéressant comme exo. Je conseille aux auditeurs de le tester au moins à l'entraînement et pourquoi pas sur une compétition secondaire avant de le mettre sur une compétition principale. Et la conclusion, c'est il faut que les données d'entraînement et de compétition elles servent, mais elles doivent pas polluer les sensations. Et du coup, dans cette période, loin des gros objectifs, ça peut être intéressant de tester des nouvelles choses. Et puis, juste pour finir, je voulais souhaiter des très bonnes fêtes à tout le monde, que ce soit à vous, les membres de l'équipe, et puis à tous les auditeurs également. Ouais, bah, le fait de courir sans regarder la montre, c'est un truc que je suis en train de tester, notamment pour la phase de reprise. Je trouve ça intéressant, comme tu l'as dit, loin des objectifs, de pas trop se concentrer sur les datas et de vraiment être focus sur ses sensations. Mathieu, qu'est-ce que tu as à nous partager? Moi, mon coup de cœur, c'est Diego qu'on a trouvé dans le canal. Je l'ai prévenu 2 minutes avant qu'on allait enregistrer, puis il nous a sorti une masterclass de chroniqueur. Il répond même aux questions non préparées, donc franchement, c'est très très fort. Et sinon, ce que j'avais préparé, c'était pour un petit coup de cœur pour l'équipe française de Raid Aventure 4 centimes, qui vient de gagner les championnats du monde. Donc, c'est la première équipe française à faire ça depuis 19 ans, avec dans ses rangs à la fois le plus vieux vainqueur de tous les temps, Sébastien Réchon, dont on vous avait déjà parlé dans le podcast, qui a 52 ans, et puis aussi le plus jeune Benjamin Fayet avec 29 ans. Et donc les autres membres de l'équipe, c'est Adrien Lermé et Sandrine Béranger. Donc si vous voulez plus de détails sur cette discipline, je vous invite à aller suivre sur les réseaux Sèvres Réchon qui a fait de beaux récits de course. Margot? Ouais, bah moi je suis bien contente que la saison de ski alpi reprenne. C'est un sport que j'adore suivre et là j'ai particulièrement cliqué sur les perfs de Malène Ossa, la coureuse espagnole de chez Salomon. Elle fait une deuxième place le week-end dernier à Méribel sur les championnats de France de vertical. Donc, ça n'a pas été classé pour elle, hein, mais elle termine quand même juste derrière Axel Gachet-Mollaret et devant Emilia Arop et Célia Peria-Pessé. Même si elles avaient fait le sprint la veille, c'est quand même monstrueux d'arriver devant Émilie et Célia. La semaine dernière, sur sa première manche de Coupe du Monde, elle fait cinquième, pareil, sur la verticale. C'est juste fou quoi de claquer des perfs comme ça sur un sport. Je crois que c'est sa première vraie saison, donc elle a un moteur complètement dingue et j'ai vraiment hâte de voir le reste de la saison et ce qu'elle nous promet. Nico? Moi, je suis tombé récemment sur les podcasts de la performance qui ont été initiés par les maisons régionales de la performance, notamment pour avant les JO de Paris. Donc, ils commencent à dater un petit peu, mais c'est une série vraiment très intéressante. Il y a, je crois, 16 ou 17 podcasts sur un format plutôt court. Ça fait entre 30 et 45 minutes, donc idéal pour un petit footing avec des thèmes vraiment précis et qui permettent de relever certaines réflexions et puis d'aller creuser un petit peu plus si vous avez envie derrière. Et Diego, pareil, tu l'as sûrement préparé, mais parce que tu es un auditeur régulier, est-ce que tu as un petit, je sais pas, un petit coup de cœur, un petit coup de gueule, un petit truc que tu aimerais mettre en avant
pour cette Ouais, dernière de l'année. gros coup de cœur, on va rester positif. Pour un truc assez particulier qui s'est passé ce week-end, c'est l'Ultra Trail de Montmartre. Je sais pas si vous avez vu passer ça sur les réseaux organisés par Casquette Verte. Aïe, 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 Diego, ça partait bien, mais là, je crois que... C'est points rouges. Non, non, mais une belle expérience qui a rencontré son public avec des touristes japonais qui se retrouvaient face à des trailers qui faisaient l'aller-retour, donc 271 fois dans des escaliers de Montmartre pour faire le dénivelé de l'UTMB. La première édition ayant oublié une partie de l'escalier, en fait, ça fait plutôt 12 000 des plus. Donc, sacré chantier, excellent événement et puis physiquement c'est assez intéressant comme effort. Moi j'ai participé d'avoir quelque chose qui soit aussi répétitif, de pas avoir les paysages qui changent comme tu peux l'avoir en ultra. Et, c'est assez musculairement vraiment une vraie expérience. Pouvoir mettre en place des techniques de nutrition que tu peux pas forcément mettre en place quand tu es en ultra et que tu cours un peu plus vite. Là, tu peux vraiment te faire des vrais repas, vu que tu es en train de marcher dans des marches. Donc, ça s'est envoyé des kebabs, des sushis, des crêpes au cours de la course. Et rien que pour ça, ça mérite un coup de cœur. Merci Diego. Et puis moi, rapidement, je vais terminer aussi l'année avec deux coups de cœur. Notamment le film du Club Outdoor Alpin intitulé Les Sommets Libres. Donc le Club Outdoor Alpin, c'est une association qui accompagne au niveau matériel et logistique des jeunes de quartier autour d'Annecy pour leur permettre de découvrir la montagne qui les entoure. Et en gros, le film, il raconte l'histoire d'Ulrich, éducateur jeunesse auprès de ces jeunes, et qui va accompagner justement une belle bande de jeunes à se dépasser à travers le trail et la montagne. Alors, j'ai pas eu encore la chance de voir le film, mais j'en ai eu que des bons retours et je tenais tout de même à saluer l'initiative et à féliciter Ulrich pour son implication dans le projet. Ulrich que j'ai pu rencontrer récemment et qui est vraiment un chic type. Et puis, deuxième coup de cœur, c'est le podcast de notre ami Théo. Je sais pas si vous l'avez vu, mais qui a lancé son podcast Récap avec Gauthier, son pote avec qui il a cofondé Cap Prévention. Et sincèrement, j'adore. C'est vraiment super chouette d'écouter des récits de coachs et d'athlètes. Ça vous permet vraiment de vous plonger dans la préparation de différents types d'athlètes, des athlètes qui font de l'ultra, qui s'entraînent beaucoup, qui s'entraînent un peu moins, qui font du trail court. Donc c'est vraiment super intéressant et les épisodes durent pas très longtemps. Donc vous partez sur un footing, vous mettez ça dans les oreilles et vous serez au top. Merci Alex pour la reco. On a fait le tour les amis. On est bon. Parfait. Merci beaucoup pour ce dernier épisode les amis. Merci à Diego d'avoir été présent. Toujours un plaisir de recevoir un auditeur. Et puis passez tous de bonnes fêtes. L'équipe, mais aussi les auditeurs et auditrices. On se retrouve à la rentrée avec plein de belles choses. On se met un peu la pression, comme ça on sera obligé de vous faire plaisir et d'arriver avec pas mal de nouveautés pour l'année prochaine. On espère que vous serez toujours aussi nombreux et nombreuses à nous écouter et on vous dit à l'année prochaine. Allez, à 2025. On reviendra Salut à avec tous. du lourd, du Salut. très très lourd.